Entre 2010 et 2013, le taux de croissance moyen du Gabon est de 6%, un peu plus que celui des pays africains producteurs de pétrole sur la même période, 5,9%. En 2013, spécifiquement, il est de 5,6% et en 2014, il est estimé à 4,1%. Et la dégringolade du prix du baril de pétrole n'est pas pour faciliter les choses. L'année 2015 apparaît finalement comme une année sombre, mais il n'y a pas péril en la demeure. Cependant, lorsqu'Ali Bongo Ondimba accède à la magistrature suprême, nous sommes en 2009, le président de la République sait qu'il a un défi à relever pour les générations futures, l'après-pétrole. Nous n'y sommes pas encore, mais anticiper sur l'épuisement de l'or noir confère une vision réaliste au chef de l'État qui a par ailleurs pensé à la diversification de l'économie gabonaise à travers le plan stratégique Gabon émergent sur ces trois piliers, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Une diversification de l'économie gabonaise qui s'effectue finalement à un rythme malheureusement peu satisfaisant, le terme est à la mode, car un peu plus de 5 ans, c'est à la fois peu et beaucoup pour traduire dans les frais la promotion des investissements et donner légitimité à la prospective. De ce fait, comment le Gabonais lambda doit-il comprendre cette équation finalement difficile à résoudre? Parce que lorsqu'on parle d'un taux de croissance qui grimpe, le Gabonais lambda, dans son assiette, attend des retombées significatives. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires. Nous allons nous poser certaines questions ce soir. La prospérité partagée, où en sommes-nous? Est-elle réellement possible? Régis Simongo, le ministre de l'économie et de la promotion des investissements, de la prospective, est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Installez-vous, je vous en prie. Ok. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il vous arrive de suivre cette émission, Faire savoir? Oui. Qu'en pensez-vous? Non, c'est une bonne émission qui permet de partager l'évolution à la fois de l'économie de la société gabonaise. Et au cours de cette émission, les échanges sont sincères, les questions sont pertinentes. Alors, Régis Simongo, vous connaissez le principe de l'émission. Des journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions. Il y aura également des questions du public. À travers notre page Facebook, tapez Faire savoir. Il y aura également des questions du public par SMS, uniquement par SMS, au 02 75 75 75. Et si vous nous contactez de l'étranger, précédé de 241, le 02 75 75 75. En deux mots, Régis Simongo, en deux mots. Comment se porte l'économie gabonaise? Bien, pas bien, médiocre, très bien, assez bien? Vous savez, le chef de l'État... En deux mots, monsieur le ministre. Le chef de l'État, au cours du séminaire gouvernemental, a dit en temps de crise, l'exigence de vérité doit être immédiate. Et c'est quoi l'exigence de vérité, justement? En deux mots, comment se porte l'économie gabonaise? La situation est difficile au niveau de l'économie gabonaise. Mais nous ne sommes pas dans une anémie économique. Elle est difficile. Ce sont les mesures fortes, courageuses, qui vont permettre de maintenir cette dynamique au niveau de l'économie gabonaise. Alors, monsieur le ministre, nous avons posé la même question à des Gabonais. Voici leur réaction et nous entamons la première partie de cette émission. L'économie gabonaise va un peu mal, du simple fait que l'économie gabonaise est notamment est en grande partie en fait dépendant des matières premières en général et en particulier le pétrole qui contribue à près de 50% au PIB gabonais, et ce qui revient à dire que le coût du pétrole a baissé. Et il faut le signaler que le prix du pétrole est dépendant des marchés internationaux. En ce moment, l'économie gabonaise se porte très mal parce qu'on a l'impression que le Gabon achète plus qu'il ne vend. Donc, c'est-à-dire que ces prix auront tendance à augmenter, d'où l'inflation des prix. Et du coup, on remarquera un déficit courant de ces transactions courtes. Et je ne veux pas aller dans tous les sens, mais je vais me focaliser sur le commerce international. Le Gabon est dans une spécialisation primaire.
c'est-à-dire elle exporte des matières premières telles que le bois, le manganèse et le pétrole, qui sont des produits à faible valeur ajoutée, qui ne favorisent pas la création d'emplois. Et ce sont des produits qui sont, c'est-à-dire les recettes de ces produits, donc les recettes dues à l'exploitation de ces matières premières, sont, comment dire, exposent le pays à des fluctuations conjoncturelles. C'est-à-dire si, au niveau international, le prix baisse, ça aura un impact négatif sur les recettes dues à ces matières-là. Bon, je pense que l'État doit diversifier l'économie et nous devons favoriser la création et le développement des entreprises qui transforment les matières premières en produits finis, parce que nous savons que ces types de produits ont une valeur ajoutée élevée et si nous décidons de les exporter, il en résultera des recettes plus élevées que celles que nous obtenons en exportant par exemple le pétrole, le manganèse ou le bois à l'état brut. Le projet GRAIN, c'est vrai qu'on entend parler, mais il n'est pas encore ancré dans la tête de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on ne prend pas vraiment conscience de ce qui se passe vraiment et de ce qui se fait. Régis Simongo, vous l'avez constaté, Innocent Badouma de l'Union et Dina Koussou de Canal 7 nous ont rejoints sur ce plateau. Peut-être une première réaction après celle des Gabonais? D'abord, je suis satisfait, les Gabonais suivent exactement l'évolution de l'économie. Il est clair que depuis mi-juin 2014 et maintenant, la valeur du Brent a subi 56% de baisse. Ça signifie qu'il y a un impact considérable au niveau de l'économie gabonaise. Même si la part du secteur pétrolier n'est plus au même niveau dans la création de la richesse, comme l'indiquait l'un des intervenants, on n'est plus à 50%, le niveau est plus faible, 20%, mais le pétrole est toujours présent au niveau de l'économie, puisque 85% des recettes d'exportation, c'est le secteur pétrolier. Et l'impact au niveau des recettes budgétaires est considérable. L'imbrication du secteur pétrolier et du secteur non pétrolier fait ressortir clairement la nécessité de stériliser les effets de l'effondrement brutal des cours du pétrole sur l'économie. Finalement, comment se porte l'économie gabonaise? Régis Simongo. Mais l'économie gabonaise, comme vous l'avez signifié, de 2010 à maintenant, nous avons un taux de croissance en 2014, de 2010 à 2014, taux de croissance moyen de 6%. Et cette croissance a été principalement portée par le secteur non pétrolier. Puis durant cette période, en dehors de 2010, nous avons eu une croissance du secteur pétrolier, mais c'est plutôt l'effet inverse. Par le passé, c'est le secteur pétrolier qui permettait que l'économie gabonaise puisse croître. Et là, c'est le secteur non pétrolier. On a eu un taux de croissance moyen de 8%, ce qui fait ressortir que nous avons un frémissement de diversification de l'économie gabonaise. Et il faudrait maintenant renforcer, comme le disait d'ailleurs l'un des intervenants, l'enjeu majeur est de permettre, à travers le nouveau modèle gabonais, une remontée dans la chaîne de valeur. Il est clair que si nous n'arrivons pas à cette remontée dans la chaîne de valeur, il est impossible d'avoir une croissance inclusive. C'est ça le grand débat. Et aujourd'hui, comme l'a souligné l'un des intervenants, la transformation au niveau des ressources naturelles est un élément essentiel dans le cadre de cette stratégie de recherche de remontée dans la chaîne de valeur. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Dina Koussou, Innocent, vos questions. Ok, merci Rodrigue. Alors, Monsieur le Ministre, depuis 2009, le Gabon s'est engagé à diversifier son économie, conscient du fait qu'on ne pouvait pas reposer que sur les seules exportations des matières premières brutes. 5 ans après, parce que c'est depuis 2009 à maintenant, concrètement, où en est-on avec la diversification de l'économie gabonaise? D'abord, pour commencer... Et des exemples concrets. D'abord, pour commencer, avant 2009, on en parlait. On en parlait, l'après-pétrole. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et je pense que dès 2009, le chef de l'État, dans le cadre de son programme, a mis cela comme un élément essentiel de son programme. Parce qu'il est clair qu'il faut sortir du lien ombilical qui, en fait, unit l'économie gabonaise au secteur pétrolier. Le secteur pétrolier, nous allons chercher à le valoriser, mais il ne faudrait pas qu'il puisse créer l'atrophie par rapport au secteur.
Alors, 5 ans après, bon, vous imaginez bien qu'on ne peut pas, par décret, diversifier l'économie gabonaise. On ne peut pas. On ne peut pas se lever un bon matin par décret en date de ce jour, signé par vous ou bien Innocent Badinga. Y a-t-il quelques avancées? Voilà, l'économie gabonaise est non diversifiée. Premier secteur, qui était le secteur sur lequel le chef de l'État s'est attaqué immédiatement en 2010, le secteur forestier. Quand ces mesures étaient prises, il y a eu des frémissements. On était sceptiques. Les gens étaient sceptiques, puisque immédiatement, il y a eu des frémissements. Bien sûr, parce que vous savez que quand on ose, il y a toujours la crainte. Parce que quand on change de modèle, il y a toujours des problèmes. Quand on ne prépare pas aussi la population. Alors qu'il est essentiel, quand nous voulons bâtir une économie dynamique, d'avoir ce qu'on peut appeler une destruction créatrice, c'est-à-dire une innovation qui enlève certains modèles pour créer un schéma vertueux. Cette mesure qui a été combattue à un moment par les forestiers et même par certains qui craignaient au niveau de leur emploi, si dans un premier temps, il y a eu une baisse au niveau de l'emploi, aujourd'hui, on se rend compte que ça a été une mesure positive. Parce qu'il n'y a qu'à voir les niveaux de croissance. Je vous dirais que le secteur des industries du bois a cru de plus de 20% en 2014. Sauf qu'il y a cette croissance. Un certain nombre de pans de cette industrie qui ne sont pas suffisamment développés. On parle de troisième transformation. Nous sommes encore bien loin du compte. Tout à fait. Vous savez, il faut aller de façon progressive. Parce que si on aurait réalisé un Big Bang qui consistait à aller directement exiger la troisième transformation, on n'aurait pas pu. Parce que, comme M. Innocent Badouba le sait, il y a des prérequis, il y a des préalables. Troisième transformation, ça signifie qu'il faudrait avoir des métiers spécialisés. Vous savez très bien que dans ce secteur, il y a une insuffisance de qualification. Il manque par exemple des affûteurs, donc des spécialistes du bois. Nous avons préféré d'abord exiger qu'il y ait une première transformation. C'est vrai qu'à ce niveau, l'impact sur la valeur ajoutée est plus faible, mais plus on remonte, quand on va vers la deuxième, la troisième transformation, l'impact est plus considérable. Là, nous avons un effet multiplicateur sur l'économie. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a quelques unités qui se lancent là-dedans. En Ogooué et Vindo, il y a une unité qui se lance dans la troisième transformation. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui quelles actions précises permettent que ce passage puisse se faire de la première et la seconde transformation. Le gouvernement n'a pas suffisamment appuyé la troisième transformation. On a parlé d'un fonds d'industrialisation de la filière bois. Justement. Et les industriels attendent toujours. Vous avez raison, il y a eu des insuffisances à ce niveau puisque le fonds n'a pas été alimenté. Mais il y a d'autres actions, à la fois au niveau de la fiscalité et surtout au niveau de la formation. Ça, c'est un élément essentiel. Et je me rappelle que quand nous avons eu le Forum national de l'industrie, le problème qui est soulevé par les différents opérateurs du secteur qui voulaient se lancer dans la transformation, c'était l'obtention du bois. Parce que là aussi, il faut organiser le marché pour permettre que les unités de transformation puissent bénéficier du bois, de certaines essences qui sont intéressantes pour cette transformation. Et l'un des points qui faisait ressortir, c'était le problème de l'emploi. Il fallait finalement, d'ailleurs, même dans le cadre du plan Marshall que nous avions arrêté, autoriser que durant un moment, nous puissions avoir une politique de souplesse en matière d'immigration. L'essentiel que les différentes entreprises en question puissent arrêter avec l'État un mécanisme de remplacement des Gabonais à partir des programmes de formation. Monsieur le ministre, comment inscrire tout cela dans le temps ? Vous savez, on parle de première, deuxième transformation. Comment inscrire tout ceci dans le temps ? Dans le temps, c'est première chose. On a fini la première phase. La première phase, elle n'est pas encore terminée. D'accord. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce quand est-ce qu'elle va finir ? Nous voulons aujourd'hui un développement. Nous voulons un développement. Nous voulons qu'il y ait plus d'unité, encore d'unité industrielle. Bon, cette première phase, parce qu'il ne faudrait pas, il faudrait que nous puissions voir aussi ce que nous avons eu à faire de l'autre côté, surtout en matière de formation. Ça signifie qu'au fur et à mesure, nous allons exiger certains niveaux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la première transformation, il n'y a pas de taxe. D'ici, peut-être, je dis ça comme ça, 5 ans, on ne sait pas, en fonction des efforts qui sont réalisés, nous allons commencer à intégrer des taxes d'exportation en ce qui concerne les entreprises qui ne respecteraient pas l'évolution progressive, le passage de la première à la deuxième, à la troisième transformation. Monsieur le ministre, et là, je veux dire encore qu'il y a un élément. Allez-y, monsieur le ministre. Et c'est une réflexion d'ailleurs qui a été soulevée, même par le chef de l'État, quand on était au forum sur la croissance au niveau de la France. C'est de permettre de nouer des partenariats. Si on a aujourd'hui des partenariats, une entreprise, que ce soit française, européenne, qui évolue au Gabon, qui a déjà un modèle de première transformation, deuxième, nous pouvons asseoir un partenariat où cette entreprise gabonaise a un accord de partenariat avec une entreprise française ou européenne pour maintenant exploiter l'unité dans le cadre de la troisième transformation. Ça permet aussi que nos entreprises puissent avoir
une politique ambitieuse, occuper des marchés et surtout prendre des actions dans d'autres marchés, des marchés européens, surtout que des opportunités sont prévues par rapport aux futurs accords de partenariat économique. En matière de diversification de l'économie, il était aussi question de bâtir des industries. Aujourd'hui, on a comme l'impression que... Des industries, peut-être pour rajouter, fortes et compétitives. On a comme l'impression que la mayonnaise ne prend pas encore. Vous savez, le grand problème, c'est que le changement de modèle prend du temps. C'est clair. Il y a des prérequis à ce niveau. Dans l'industrie de bois, c'est en train de prendre. Dans l'agro-industrie, où nous avons deux champions, Olam et SIAT, c'est en train de prendre. Maintenant, il faudrait permettre qu'autour de ces deux champions, que sont Olam et SIAT, nous puissions avoir une grappe de petites et moyennes entreprises qui se lancent dans ces activités de transformation. Pourquoi sont-ils des champions, Régis Simongo? Ce sont des champions parce que Olam est connu, c'est une multinationale qui est de renommée. Il n'a pas encore fait ses preuves au Gabon? Aussi, allez-y, je vous dis, allez visiter les plantations de Congo, en matière de palmier à huile, où le volet de transformation est en pleine préparation, puisque les plantations sont en train de donner maintenant des fruits en matière de régime de palme. Allez visiter les plantations de Bitam, allez visiter les plantations de Langounier. Donc c'est clair que Olam s'inscrit dans cette dynamique, dans le domaine de la transformation des produits agricoles. Et d'ailleurs, il y a une bonne image là qui me montre avec le ministre Ogubi en train de récolter un régime. Et à côté, vous voyez qu'il y a la construction d'une unité de transformation qui va permettre de renforcer le positionnement du Gabon dans ses cultures. Vous étiez dans quelle région? Vous étiez dans quelle région là? Là, c'est l'Essuaire, à côté du Congo. Monsieur le ministre, dernier point sur la diversification avant d'aborder l'état de lieu de l'économie. Le pilier Gabon vert, on a comme l'impression que c'est le pilier faible en matière de financement, en matière de contribution au PIB. L'agriculture n'offre que moins de 3%. À ce niveau, il n'y a pas, le tourisme est encore fragile. Mais voilà pourquoi le chef de l'État a choisi ces trois piliers, le Gabon vert. Le Gabon vert, comme vous le savez très bien, c'est la recherche de la valorisation du sol gabonais et de permettre une utilisation rationnelle, efficiente des potentiels gabonaises. Par exemple, le secteur touristique, l'écotourisme. Et c'est vrai qu'à ce niveau, on peut considérer qu'il n'y a pas eu de changement majeur. Et si on parle du programme Grain aujourd'hui, c'est parce que nous voulons arriver à une révolution dans ce domaine. Vous abordez le programme Grain avec nos collègues. Mais plus non, c'est par rapport, c'est pour répondre à ces préoccupations. Nous ne pouvons pas avoir un développement économique si le Gabon n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire. Vous savez que le secteur agricole a des opportunités. Le secteur agricole permet de lutter contre la précarité. Le secteur agricole permet d'avoir une proximité à la fois dans le domaine rural et même dans le domaine urbain. Alors une dernière question s'agissant de la diversification de l'économie. Peut-être revenir sur la pyramide du Gabon émergent avec la prospérité partagée qui est quand même le toit de cette pyramide. Monsieur le ministre, confirmez-le-moi, la prospérité partagée se résume par l'atteinte du bien-être des populations. Ça passe aussi par un partage équitable des fruits de la croissance, c'est-à-dire santé pour tous, un logement décent, etc. Concrètement, excusez-moi, mais 5 ans après, les populations veulent savoir. Où en est-on avec cette prospérité partagée? Et nous sommes là pour faire savoir. 5 ans après, il y a un début, mais ce n'est pas la fin. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'après 5 ans, on peut considérer que la croissance est totalement inclusive. Non. Je reste dans le cadre du PSG. Mais du PSG, je parle de ça parce que pour un bilan partagé, il faudrait que la croissance puisse être inclusive. Dans le cas du PSG, c'est-à-dire société de la population. Bien sûr, permettre que ce qui se fait a un impact au niveau des populations. Très important. Ouais. Donc 5 ans après, puisque dans le cas du PSG, vous avez les fondements. Les fondements, c'est le volet infrastructure. 5 ans après, je peux dire, dans le domaine infrastructure, il y a des avancées notables. À la fois routière, infrastructure aussi énergétique, il y a des avancées notables. Et puis c'est insuffisant pour la population. On continue, mais vous dites... Allez-y, monsieur le ministre. Donnez au ministre la possibilité de répondre à ça. Il y a des avancées notables, mais ce n'est pas la fin. Si le chef de l'État voudrait qu'on puisse accélérer, ça signifie qu'il n'est pas satisfait. Et on ne peut pas tout régler en même temps, vous savez très bien. Là, à mi-parcours, 5 ans après, nous pouvons dire qu'il y a des avancées dans le domaine routier, dans le domaine énergétique,
Dans le domaine portuaire, actuellement, il y a des travaux. Dans le domaine logement, vous allez me dire que nous n'avons pas respecté l'engagement de 5 000 logements par an. Vous faites bien d'en parler. Vous savez, Monsieur le ministre, est-ce que cet engagement a été respecté? Vous faites bien d'en parler, on a commencé. L'essentiel est d'abord de faire prendre le pli. Quand le pli est pris, il faut le maintenir. Et je pense que c'est cela que nous faisons à ce niveau. Alors, deuxième point, abordons l'impact du pétrole sur l'économie nationale. Aujourd'hui, comment se porte l'économie à ce niveau? C'est-à-dire en termes d'impact sur le PIB, sur le niveau des recettes fiscales. Alors, si vous voulez bien, Monsieur le ministre, on va recadrer les débats. Cette émission n'est pas que pour les sciences po-arts, les énarques ou les économistes. Nous allons faire en sorte que les populations puissent également trouver des réponses dans vos questions et bien entendu dans les réponses du ministre. Alors, vous reprenez votre question, s'il vous plaît. L'impact de la fluctuation du prix du baril. En français, facile. L'impact. Mais vraiment en français facile. En français facile, c'est qu'il faut que les Gabonais comprennent que malgré les efforts que nous faisons pour sortir de la tutelle du secteur pétrolier, nous sommes encore dépendants du secteur pétrolier. Déjà au niveau des recettes budgétaires. La baisse des cours du pétrole a un impact considérable sur les recettes budgétaires. Mais comment le Gabon compte contourner cet écueil? Les réajustements nécessaires. Comment ça va se faire? Je vais continuer. L'impact des recettes budgétaires, à la fois les pétrolières comme les recettes non pétrolières. Le ministre du Budget il est passé la semaine dernière, vous a dit qu'avec cette réduction, en tenant compte des hypothèses que nous sommes en train de prendre pour la nouvelle épure budgétaire, nous perdons au passage près de 450 milliards de recettes. Ça signifie que quand vous perdez des recettes, il faudrait avoir le courage de prendre des mesures d'ajustement. Et ces mesures d'ajustement doivent consister à réduire, à revoir la voilure en matière de dépenses. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de baisser de 4 points de PIB les dépenses, afin de rendre nos budgets soutenables. Donc l'impact au niveau du budget, il est là. L'autre impact, c'est au niveau de la croissance, bien sûr. Même si la dynamique du secteur non pétrolier, nous voulons la maintenir. Mais nous avons une baisse de la croissance du secteur pétrolier de 7,9%. Comment allez-vous trouver le juste milieu? Le juste milieu? Oui. Mais ce sont les mesures. Les mesures qui ont été annoncées dernièrement, le ministre du Budget vous les a rappelées, les mesures du séminaire gouvernemental. Si nous ne touchons pas au niveau de la masse salariale, mais nous réduisons les dépenses courantes. C'est-à-dire les autres dépenses courantes, à la fois les biens et services et les dépenses de transfert des subventions. Nous avons pris la décision de ne pas compromettre le programme d'investissement, parce que c'est l'investissement qui permet de libérer les levées de croissance. Nous avons réduit l'investissement de 1 point de PIB, c'est en gros 70 milliards de francs, 75 milliards de francs CFA, pour permettre de maintenir la dynamique de croissance au niveau du secteur réel. C'est cela. Alors, comment faire? Il n'y a pas de miracle. C'est de prendre des mesures d'ajustement. L'ajustement budgétaire est la première exigence, sans pour autant casser la dynamique de croissance. Monsieur le ministre, on a envie de comprendre, le président tient à ce que vous maintenez le taux de croissance. Vous venez de perdre, le Gabon vient de perdre 450 milliards. Alors, comment vous allez compenser le gap? Est-ce que vous allez recourir à l'emprunt budgétaire? Est-ce que vous allez gonfler les recettes hors pétrole? Comment ça va se passer? D'abord, inévitablement, il y a une imbrication du secteur pétrolier et du secteur non pétrolier. La baisse observée au niveau du secteur pétrolier a un impact au niveau des recettes non pétrolières. Par rapport au niveau des recettes prévues dans la loi de finances initiale, nous perdons au passage des recettes. Mais certaines mesures ont été prises, à la fois dans le cadre des dépenses fiscales, puisque à ce niveau, il y a eu un affolement en matière d'exonération, surtout l'exonération sans base légale. Et d'autres mesures ont été prises pour renforcer les services fiscaux, que ce soit la douane, les impôts et le trésor pour le recouvrement, afin de limiter les pertes que nous pouvons observer au niveau des recettes non pétrolières. Donc, un effort de recouvrement pour limiter le choc sur les recettes non pétrolières. À propos des recouvrements, deuxièmement, il nous reste 10 minutes. À propos des recouvrements, on a justement les régies, la DGI et les douanes qui sont en grève. Est-ce que vous allez atteindre cet objectif? Ça c'est compliqué. Actuellement, les douanes, comme les impôts, travaillent.
il y a eu des frémissements, travail. Pas de grève à ce niveau. Mais Il y a eu des frémissements, des grèves par moment, un jour de grève, il y a des menaces de grève. Ces administrations ce sont des grèves. Ces administrations travaillent actuellement. La douane travaille, les impôts travaillent. Il n'y a donc même pas de si crainte c'est à avoir. temporairement, Travaille. un moment on travaille, un moment on ne travaille pas. Et actuellement, nous avons une table de bord qui permet de suivre exactement l'évolution des recettes. C'est vrai que nous observons par moment une baisse des recettes, compte tenu du fait que dans ces administrations, par moment, on lève le pied. Mais quand je vois l'évolution des recettes du mois de février, je sens qu'il y a une amélioration à ce niveau, par exemple en ce qui concerne la douane. Donc, vous savez, il est nécessaire de maintenir un climat social apaisé au niveau de ces administrations. Voilà pourquoi, dans l'aide des missions que j'ai eu à adresser au niveau des différents directeurs généraux, c'est de permettre de maintenir ce climat apaisé. Parce que nous avons besoin, et je compte sur le patriotisme économique des douaniers et des services fiscaux, nous avons besoin, dans ce contexte spécifique, des administrations qui marchent et qui permettent d'assurer le recouvrement, à même de pouvoir résoudre tous ces problèmes dont vous parlez, prospérité partagée. Il faudrait qu'on puisse financer le programme de surtout que la population développement. le ressente. Surtout la population attend. Donc, Monsieur le ministre, il nous reste 7 minutes. Nous allons aborder justement la question du financement de l'économie. On a constaté qu'avec l'implantation des entreprises, il y a eu une exonération tout azimut. Est-ce que finalement, ce n'est pas perdre de l'argent pour l'État? Et peut-être pour ajouter, pour compléter à ce qu'il venait de dire, on a vu récemment cette brouille entre l'État gabonais et l'entreprise Total Gabon. Justement, on parle toujours de fiscalité, de l'exonération d'impôts des entreprises. Est-ce que là encore, ces éléments-là ne freinent pas les recettes de l'État? Le fait d'exonérer certaines entreprises. Il ne faudrait pas avoir une vision comptable en ce qui concerne le problème des dépenses fiscales. C'est simple. On peut décider qu'on met fin à ces dépenses fiscales. Mais vous avez un impact économique. Donc il faudrait voir l'efficacité de ces dépenses fiscales. Par exemple, des dépenses fiscales qui permettent d'encourager la recherche, TVA zéro pour les compagnies pétrolières ou bien les miniers au niveau de la recherche, c'est nécessaire pour permettre de valoriser le sous-sol gabonais et exploiter, trouver des champs possibles qui pourraient renforcer la production pétrolière. Les différentes exonérations qui ont été accordées dans le cas de la zone économique spéciale de Coq, elles sont nécessaires. Nous voulons aujourd'hui attirer des opérateurs économiques. Parce que si en fait, nous mettons simplement le principe, zéro exonération, mais ces unités qui ont été créées ne viendront pas. 5% de fiscalité sur zéro égale zéro. Il serait souhaitable d'avoir une vision globale des choses. Parce que ces entreprises qui opèrent recrutent par exemple du personnel. Et ce personnel consomme. Donc nous avons un impact au niveau de la fiscalité. Mais par contre, nous ne devons pas avoir une politique laxiste à ce niveau. Parce qu'en effet, certaines entreprises qui ont bénéficié d'exonérations n'ont pas fait d'efforts. Alors là, à ce niveau, il faudrait absolument prendre des mesures pour mettre fin à ces différentes dépenses fiscales. De même, les petites facilités qui ont été accordées un peu de façon illégale, il y en a. Nous avons décidé. Quand vous parlez de facilité, vous parlez de quoi, monsieur le ministre? Un exemple. Vous-même, ou bien vous partez à la douane, vous importez un véhicule, vous partez voir un parent douanier, il y a une valeur qui est là, une valeur taxable. Par exemple, je dis la valeur de votre véhicule, 5 millions. Vous partez voir là-bas, mais nous, franchement, je suis embêté, il serait souhaitable de me faire un abattement de 80%. Donc la valeur de 5 millions est réduite et vous payez pas grand-chose en matière de droits de douane. C'est ça aussi, dépenses fiscales. Et ça, c'est illégal. Nous allons revenir, monsieur le ministre, peut-être sur les campagnes d'emprunt. Vous avez récemment séjourné en France en compagnie de votre collègue des Affaires étrangères. Et de ce jour, sinon de cette visite de travail, le Gabon en ressort avec 55 millions d'euros. Voilà, de l'Agence française de développement. Cet argent qui servira à financer la troisième phase des travaux de réhabilitation du tronçon routier Njolé-Medouman. Doit-on comprendre qu'il n'y avait plus d'argent pour financer ces travaux? Non. D'abord, je précise que ce financement, on ne l'a pas obtenu au cours de notre mission. À Paris? C'est un projet qui date.
Là, nous avons fait passer l'ordonnance parce qu'il y a des procédures en ce qui concerne l'AFD. Mais c'est un projet qui date de 2014 pour permettre de finaliser ce tronçon. C'est un petit tronçon et ça va faciliter la fluidité pour ceux qui vont vers le nord. Et vous savez, aujourd'hui, pour ce qui concerne les infrastructures, on ne peut pas compter sur les ressources propres entièrement. Ce n'est pas possible. C'est lourd. On peut financer une route, exemple, de 400 milliards en tirant sur les ressources propres. Monsieur le ministre, on l'a compris, il faut des emprunts. Avec une maturité plus longue. L'essentiel est que ces emprunts concernent des investissements qui sont structurants pour l'économie gabonaise. Alors, ils ne sont justement, à propos d'emprunts, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes, je rappelle. Oui, je vais vous accorder 2 dernières questions. On va prendre rapidement une question du public. Monsieur le ministre, voilà ce que dit notre compatriote concernant la réforme de la caisse de péréquation et de la subvention des hydrocarbures. Je pense qu'on va voir cette question s'afficher sur notre petit écran. C'est une question SMS concernant la réforme de la caisse de péréquation et de la subvention des hydrocarbures. Les prix de carburant concernent-ils attendez, je vais me retrouver dans les écrits de ce compatriote. Voilà. Les prix des carburants vont-ils rester intacts sur toute l'étendue du territoire national? Est-ce que vous comprenez la question, Monsieur le ministre? Y aura-t-il une fluctuation des prix? Il pose la question, j'aimerais bien savoir. Il veut savoir si, en mettant fin à la péréquation, nous aurons maintenant des prix différenciés, Libreville des prix, Makoko des prix. Si c'est ça, ça s'inscrit également dans les mesures que le gouvernement va prendre. Si c'est ça, les prix seront toujours identiques au niveau de l'ensemble du territoire. Ah, c'est un point. D'accord. Maintenant, de dire que les prix vont s'ajuster par rapport à l'évolution des prix internationaux, je pense que ça, c'est inévitable. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous ajuster. L'État gabonais a dépensé énormément en matière de subvention des prix des produits pétroliers. En 2013, c'était un niveau de 250 milliards de francs CFA. En 2014, c'était près de 160 milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas. Et quand nous faisons cette analyse, c'est vrai que vous allez contester cela, mais c'est clair. Concrètement, les Gabonais, sur la base des éléments économiques, ces subventions profitent aux populations les plus aisées. Ça, c'est clair. Mais la perception n'est pas la même. Ça, c'est vrai que systématiquement, quand il y a une augmentation des prix, on pense aux taxis, on pense ainsi de suite. Mais vous consommez moins de carburant que moi. Ça signifie que l'État subventionne mon carburant. Vous consommez moins que moi. Expliquez-nous. J'ai tel un véhicule qui a une grosse capacité en matière de consommation de carburant. Vous avez peut-être un véhicule qui a une petite capacité en matière de consommation. Moi, si je consomme peut-être par mois 300 litres ou 400 litres, je dis ça comme ça, hein. Bon, c'est peut-être moins. Okay. Vous, 100 litres, l'État fait plus d'efforts pour moi que vous. Et pourtant, j'imagine que vos revenus sont inférieurs aux miens. Ça, c'est l'illustration simple. Mais c'est difficile de le faire comprendre. Mais pourtant, c'est la réalité. Mais c'est finalement une décision qui ne va pas aider le Gabonais lambda. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il faut des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? Que nous dépensions des sommes énormes pour subventionner les prix de carburant ou avoir des programmes sociaux qui permettent de lutter contre la précarité. Avoir des programmes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Vous avez parlé de prospérité partagée, mais c'est tout cela aujourd'hui. Je pense que c'est un débat. Et moi, je pense qu'à ce niveau, il est clair qu'il faudrait avoir le courage de prendre des mesures nécessaires, mais l'essentiel est que nous puissions accompagner cela en tenant compte de la dimension sociale qui est nécessaire pour ce genre de choses. Je vous accorde une dernière question. Voilà, je vais peut-être y aller. Alors, honneur aux femmes. Comme ça, on va faire la part des choses. Merci. Monsieur le ministre, vous avez reçu, nous avons mené nos investigations, vous avez reçu au sein de votre cabinet certains de vos prédécesseurs qui ont occupé ce poste avant vous. La population s'interroge. Qu'est-ce qui se cache derrière ces consultations? Mais rien, vous savez, c'est une initiative du chef de l'État. Elle était très bonne et positive. Parce que dans ce contexte, il serait souhaitable de discuter avec ceux qui ont géré. Pourquoi ce n'est que maintenant différent. et pas avant? Vous savez, nous sommes en train de vivre cette crise.
cette crise, elle est forte, ok. Bon, on ne l'a pas fait avant, mais on le fait maintenant. C'est parce qu'on ne l'a pas fait avant, mais qu'on ne va pas nous remettre en cause. Gouverner, c'est prévoir. Et moi, je pense que, non, mais vous savez, c'est un échange. Ça permet aussi que ceux-là, c'est très intéressant, ceux-là qui ont géré notre économie à différents degrés puissent être informés par rapport à la stratégie du gouvernement dans ce genre de problème. Et ces discussions, j'estime, ont été très positives. Et j'ai constaté que mes différents prédécesseurs, bien que partis du ministère de l'économie, des finances, du budget ou de la planification pour certains, suivent ce qui se passe. C'était très positif et tous ont d'ailleurs remercié le chef de l'État pour cette initiative. Monsieur le ministre, dernière préoccupation du panel, vous envisagez de mobiliser les fonds au niveau international en matière d'emprunt. Est-ce que vous pensez que cela est possible alors que le gouvernement ne peut pas payer, par exemple, la dette intérieure aujourd'hui, et surtout que certaines agences de notation telles que Standard & Poor's dégradent la note Gabon? Bon, d'abord, merci pour ces questions. C'est l'occasion de revenir par rapport à cela. Le Gabon aujourd'hui est noté par Moody's BA de 3, en gros l'équivalent de BB- perspective stable, par Fitch Rating BB- perspective négative, et dernièrement par Standard & Poor's B+, perspective stable. Il est clair que les différents agents de notation vont regarder ce que le Gabon va faire pour gérer cette crise. Cette dégradation concerne tous les pays exportateurs du pétrole, puisque en temps, l'Angola a été dégradé, l'Arabie Saoudite a été abaissée, le Nigeria a été abaissé en matière de perspective. Qu'est-ce que le Gabonais lambda doit comprendre de ces notations? C'est très important, parce que la notation a des effets. Parce qu'il a parlé de... le Gabon veut émettre une obligation, un eurobond. Mais ce qu'on regarde, c'est la note du pays déjà. Parce que quand vous faites une notation, ou quand vous contractez un emprunt, il y a ce qu'on appelle la prime de risque. Donc, quand vous avez un bon risque, ça permet de baisser les niveaux d'intérêt. Et en ce qui concerne les émissions obligataires, quand vous partez sur le marché, vous avez en effet les taux qui sont sur base US Trésor ou bien les mid-swap, je m'excuse, un peu ça ce sont les termes. Mais que la population ne comprend peut-être pas. Mais au-dessus de cela, il y a ce qu'on peut appeler donc, un spread, qui vient, une sorte de prime de risque en fait, qui vient augmenter le coût de l'emprunt. Alors, si la situation est dégradée au niveau des agents de notation, ça signifie que les taux de sortie en matière d'intérêt seront plus élevés. L'État aura-t-il la capacité de mobiliser les fonds dans cette situation, dans ce contexte? L'État a une exigence. Répondez à la question, monsieur le ministre. Je vais répondre. C'est cette réponse. C'est d'abord de prendre des mesures nécessaires et courageuses. Et ces mesures qui ont été annoncées lors du séminaire de la Pointe-Denis ont eu un effet positif. Les différents marchés de capitaux vont voir comment les différents pays exportateurs se comportent par rapport à cette crise. Nous ne pouvons pas, si aujourd'hui nous partons sur le marché de capitaux, là, immédiatement, nous allons sortir des taux super élevés. Il faut d'abord faire le ménage, et c'est quand ce ménage est fait, avec une situation claire et correcte, vous pouvez aller sur le marché de capitaux. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Je pense qu'un élément positif, c'est que malgré la dégradation de la note gabonaise, le bond gabonais s'échange encore très bien sur le marché secondaire au niveau du marché de capitaux. Juste pour savoir... Vraiment la toute dernière question, Dina. Monsieur le ministre, juste pour savoir et comprendre, la réduction du train de vie des membres du gouvernement s'applique à partir de ce mois? À partir du mois de mars. À partir du mois de mars. À partir du mois de mars. Merci pour cette précision, Régis Simongo. La suite de cette émission, ce sera bien sûr pour parler de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Vous le savez, le rapport McKinsey dévoile 30% de Gabonais sont pauvres. Nous avons interrogé quelques Gabonais sur la vie chère. Voici leur réaction et nous attendons la deuxième partie de cette émission. La somme à laquelle on achète ne correspond pas à la quantité de nourriture qu'on nous donne. Et c'est vraiment cher. Ça là, ça ne peut même pas faire 5 repas. Quel est l'organe qui s'occupe de la régulation des prix? Quelles informations sont données aux consommateurs au quotidien? Vous savez, aujourd'hui au Gabon, nous sommes un Gabon qui produit plus de matières premières. Mais nous ne sommes pas producteurs de matières alimentaires. Bon, aujourd'hui, voilà pourquoi le taux des achats et des produits alimentaires sont trop élevés, parce que nous ne produisons pas trop
des produits alimentaires au Gabon. Monsieur le ministre, voici ce que je propose en tant que consommateur. Qu'il y ait un organe qui est chargé du suivi et de la régulation des prix. La Direction générale de la consommation d'Onseto, le ministère du commerce d'Onseto, aujourd'hui les agents sur le terrain se retrouvent plus. Voilà pourquoi à Libreville, tu arrives chez Diallo, tu vas trouver une boîte de lait à 1800, tu vas aller chez Mamadou, tu vas trouver une boîte de lait à 1500. Monsieur le ministre, je voudrais que vous passiez sur le terrain afin de constater l'état des prix exorbitants. Régis Simongo, quelques réactions sur la vie chère. La vie chère, on en parle de plus en plus dans notre pays et vous l'avez constaté, Louis-Philippe Madinga et Nadège Bonda nous ont rejoints sur ce plateau. Monsieur le ministre, peut-être une première réaction? Première réaction, j'ai suivi les différents consommateurs qui ont abordé certains problèmes qui sont justes. Et l'un d'ailleurs a demandé qu'il y ait une agence de régulation pour essayer de suivre l'évolution des prix. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur la création d'une autorité nationale de concurrence afin de suivre ces aspects de régulation et surtout de vérifier, de laisser la possibilité à la fois aux opérateurs économiques, même aux ménages, de pouvoir saisir cette agence en cas d'entrave à la concurrence, à la libre concurrence. Il est clair que ce sont des problèmes qui sont réels. Nous avons des monopoles, nous avons des oligopoles. Ça crée absolument des effets pervers au niveau de la distribution. La volonté, c'est d'avoir un système vertueux à ce niveau, mais le grand problème, c'est qu'il y a des prérequis. L'un des intervenants a abordé le problème du contrôle, de la présence sur le terrain. C'est une réalité, mais vous savez, j'ai demandé à la direction de la concurrence, de la consommation d'être sur le terrain. Mais il faut faire attention d'être sur le terrain pour vérifier l'application, sans pour autant traquer de façon illégale les opérateurs économiques. Parce que le climat des affaires est nécessaire. Et quand je suis passé sur les marchés, les différents commerçants ont soulevé ces problèmes. Nous allons voir ces images. Nous allons voir ces images tout à l'heure, Monsieur le ministre. Nadège Bonda, vous avez une question déjà? Oui, Monsieur le ministre, qui ne va rien avoir avec ce que vous venez d'évoquer tout de suite, mais plutôt ce que vous évoquiez avec le panel précédent. Vous disiez notamment qu'il a fallu, disons, je vais résumer ça comme ça, 5 ans donc, pour arriver à quelques avancées, notamment dans le secteur infrastructurel ou alors donc, dans l'aménagement du territoire. J'ai envie de vous poser la question de savoir... Je peux vous reprendre un peu? Il n'a pas fallu 5 ans. Oui. La question c'était quel était le bilan sur 5 ans. Voilà, justement. Vous voyez ce bilan. Parce que vous dites que s'il a fallu 5 ans avant l'arrivée, c'est différent. Et moi je vous dis, il a fallu. C'est-à-dire que, il vous a fallu 5 ans, c'est-à-dire que depuis 2009 à maintenant, tout ce que vous avez réussi donc à réaliser, c'est quelques avancées sur le plan infrastructurel notamment, ou alors de l'aménagement du territoire. Venons-en à la question, justement, ma question est celle de savoir donc combien de temps va-t-il vous falloir pour qu'on arrive quand même à observer un ouf de soulagement dans le quotidien des Gabonais? Première chose d'abord, à ce niveau, pour revenir, je précisais qu'en 5 ans, il y a eu des efforts dans le domaine d'infrastructure. Ça c'était un point. Mais le bilan concernait les autres secteurs, puisque j'ai abordé le volet économique en matière de transformation, en matière des unités industrielles. Je n'ai pas fait allusion au complexe métallurgique, par exemple, de Mwanda qui a démarré l'année dernière. Maintenant, vous posez la question de savoir combien faut-il d'années pour arriver à une prospérité partagée, j'imagine, et une amélioration du quotidien gabonais. C'est progressif. C'est progressif. L'amélioration du quotidien gabonais se manifeste quand nous arrangeons la route. Ça se manifeste quand nous construisons les logements. Ça se manifeste quand nous permettons aux Gabonais d'avoir un service de santé efficace. Ça se manifeste, je vous précise. Bon, allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Ça se manifeste quand vous avez un service d'éducation efficace. C'est tout cela. Combien de temps? Le chef de l'État a fixé un cap. Un cap, nous avons dit 2025. Et nous avons le curseur qui avance au fur et à mesure. Et c'est clair qu'après 5 ans,
nous pouvons considérer que nous avons avancé dans ce domaine. Il y a d'autres domaines où nous n'avons pas avancé. Et 2016 pointe à l'horizon. Que vous avez eu à aborder, le domaine de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, il y a des faiblesses. Et c'est pour cela, je précise bien, que nous avons lancé le programme Graines, on reviendra dessus. Bien. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il aurait fallu plutôt mettre justement l'accent sur ce secteur-là, notamment par rapport à certains autres qui auraient pu attendre, non? Vous savez, pour commencer d'abord, un modèle économique est bâti sur certains prérequis. Le Gabon a subi pendant longtemps, peut-être comme d'autres pays, ce que nous appelle le syndrome hollandais, Dutch disease. C'est que quand vous avez, en gros, en réalité de façon simple, quand vous avez un secteur qui est prépondérant au niveau de l'économie, la tendance est de tuer, de créer l'atrophie au niveau des autres secteurs. Parce que vous êtes aisé, vous avez des ressources importantes, rien que par l'exploitation de ce secteur. Et c'est ce que nous avons connu au niveau du Gabon. Nous avons en même temps voulu lancer des programmes. Des programmes très forts, des programmes sur la base d'un volontarisme assez particulier. Mais tout était centré au niveau de l'État. Peut-être citer quelques exemples, Régis Simongo. Il y a des programmes, bon, on va dire quoi? Nous avons eu Agro-Gabon, nous avons eu Sogadel, bon, nous avons eu Sia Boumango. C'était pour assurer la sécurité alimentaire. In fine, à la fin, il y a eu un échec. Parce que l'État était incapable d'être patron. Alors, pour créer un choc, pour permettre, parce que, comme je le précisais, on ne peut pas avoir un saut qualitatif dans le développement si nous n'arrivons pas sur la sécurité alimentaire. Sans vous couper, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'État est prêt à être patron. Je précise, vous voyez bien dans le modèle actuel, on évite que ce soit des bureaucrates qui gèrent les entreprises. On évite, on insère une césure. Vous allez voir, là où l'État est présent, c'est le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui fonctionne avec des modèles privés. Vous allez voir, au niveau de la communauté, dernièrement, on a transféré des actions à la SEM qui fonctionne comme une entité privée. La GOC, pareil. C'est cela. Il faut la culture de résultat et il faut évoluer en fonction des principes rationnels et efficients pour éviter cela. Parce que l'État a besoin d'être présent, parce que nous voulons bâtir un capital national. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entreprise solide. Mais l'essentiel est que la présence de l'État se fasse sur la base des éléments normatifs, pas sur la base d'une vision tropicale, parce que le tropicalisme n'existe pas en économie. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales sans parler des objectifs du millénaire, notamment l'objectif 1 qui est celui de la réduction de moitié de l'extrême pauvreté. Et lorsqu'on parle également au Gabon de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, on pense également à McKinsey. On dit que le Gabon aurait atteint l'objectif 1 du millénaire en 2014. Mais dans le même temps, le rapport McKinsey indique qu'il y a au Gabon 95 000 foyers pauvres, soit à peu près 30% de la population. Comment expliquer ce paradoxe? Vous savez, d'abord, première chose, si le chef de l'État a décidé de prendre le cabinet sur l'initiative de la Première Dame, d'abord à ce niveau, et prendre les travaux qui ont été réalisés pour en faire une stratégie, c'est que nous reconnaissons qu'il y a encore la pauvreté au Gabon. Ça, c'est une exigence. Il faut le savoir. Parce que si nous partons des constats, nous reconnaissons que la croissance n'a pas été inclusive, nous ne pouvons pas dire aussi qu'il n'y a pas de pauvreté au Gabon. Il y a la pauvreté au Gabon. Nous sommes classés 112e en ce qui concerne l'indice de développement humain. Ça signifie qu'il y a encore la pauvreté au Gabon. Maintenant, et c'est un contraste avec le taux de croissance qui grimpe. Mais c'est la réalité, malheureusement. Vous savez, c'est ce que je disais, quand une croissance n'est pas inclusive, c'est ça malheureusement, l'effet. C'est pour cela que nous avons décidé dans ce cadre d'avoir un programme, je pense que je ne peux pas revenir là-dessus, puisque le ministre Jean-Pierre Riba vous a expliqué exactement la nature de ce programme. Mais il y a la pauvreté au Gabon, l'essentiel de s'attaquer sur la base d'une stratégie cohérente et de permettre que par différentes actions, y compris les AGR par exemple, ça c'est le domaine qui me concerne, nous puissions lutter contre la précarité. Et nous allons en parler tout à l'heure. Louis-Philippe. Oui, vous êtes ministre de l'économie.
En 2014, nous constatons que l'État lève un peu le pied en ce qui concerne les investissements publics et choisit notamment de se focaliser dans les prestations sociales, apparemment selon les indications de McKinsey. Est-ce qu'au niveau économique, il n'y a pas là un paradoxe, non? Non, il n'y a pas de hiatus à ce niveau. Moi, je pense que nous maintenons la dynamique en matière d'investissement. C'est vrai qu'en 2014, on parlait peut-être 2014, dans le cadre de l'épure initiale, on avait un niveau d'investissement qui était de 1000 milliards. En gros. Ce niveau a été ramené à 604 milliards pour tenir compte d'abord de la réalité budgétaire, tenir compte aussi de la capacité d'absorption efficiente de ce budget d'investissement, à la fois au niveau de l'économie et au niveau de l'administration. Mais nous n'avons pas remis en cause ces projets d'investissement structurants. Le programme avec McKinsey, qui est adossé au pacte social, c'est de maintenir, d'avoir un focus déjà sur 3 ans pour des actions fortes, afin de renverser rapidement cette tendance, puisque nous avons identifié certains foyers. Mais bien sûr que ça va se poursuivre. Parce que quand je parlais tout à l'heure du problème de subvention des prix de carburant, je disais, mais vous préférez qu'on dépense énormément pour subventionner le train de vie de nous qui payons le carburant, au lieu de permettre que cet argent puisse servir à financer des programmes sociaux pour lutter contre la précarité. C'est tout cela. Monsieur le ministre, juste m'assurer que je vous ai bien suivi. Vous êtes en train de dire aux Gabonais qu'ils vous donnent d'ici 3 ans. Non. Ah non. Si je vous ai bien suivi. Si je vous dis que d'ici 3 ans, la pauvreté sera éradiquée. Mais monsieur le ministre, peut-on éradiquer la pauvreté? Bonne question, parce que même aux États-Unis, en France, c'est la pauvreté. Le grand problème, c'est qu'il faut que cette pauvreté puisse être réduite. Justement, mais vous parliez pourtant à l'instant d'éradiquer la pauvreté. Et nous voulons, non, je précise bien, quand on parle d'éradiquer la pauvreté, c'est le mot. On cherche à éradiquer la pauvreté, mais quand on le dit, c'est pas dire que, ok, dans 10 ans, il y aura 0 pauvre. Pas possible. C'est pas possible. Mais c'est de permettre que ces niveaux soient totalement réduits, absolument, et dans les différents départements, nous puissions avoir un développement économique social qui soit assuré. Et si j'ai dit que dans 3 ans, ce programme, c'est un focus sur 3 ans, mais il va se poursuivre. On a une enveloppe sur 3 ans, 250 milliards, mais il va se poursuivre pour permettre que le Gabon soit au rendez-vous d'une réduction, parce que nous ne pouvons pas parler d'émergence en 2025. Si ces chiffres qui ont été avancés par vos collègues, 95 000 foyers économiques faibles, sont toujours là, ça signifie que nous n'allons pas réussir en ce qui concerne la prospérité partagée. Monsieur le ministre, on reste, tu me permets, on reste sur les indicateurs justement de la mesure de la pauvreté, et à ce niveau, je pense principalement à la Direction générale des statistiques. Les études de McKinsey se sont focalisées effectivement sur les travaux de cette direction, mais il se trouve que le gouvernement semble négliger les statistiques au Gabon. Quand nous n'avons pas de chiffres pas du tout fiables, il manque des statistiques. Qu'en est-il de cette direction? Alors, monsieur le ministre, gardez le fil de vos idées, s'il vous plaît. On va prendre dans la même perspective une question justement sur notre page Facebook, sur les statistiques. Et voilà ce que dit notre compatriote. C'est une question qui s'adresse à vous et j'espère qu'elle va s'afficher sur votre petit écran. Quelle est la fiabilité de la statistique nationale? Quelle est la fiabilité de la statistique nationale? Régis Simongo. Vous savez, l'outil statistique est essentiel. Nous ne pouvons pas suivre la performance de l'économie ou bien l'impact des différents programmes sociaux si nous n'arrivons pas à avoir des outils qui captent cela. Il faut reconnaître qu'il y a une faiblesse. Il faudrait renforcer ces outils. C'est essentiel. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Quelle est la fiabilité? Attendez. Y a-t-il une fiabilité? Vous savez, ça dépend. La question que vous posez. Oui. La fiabilité existe. Mais si vous avez des données des comptes nationaux, 6 ans après leur parution, quel est l'intérêt pour votre analyse? C'est cela dont je parle. Alors, qu'est-ce qui fait pour résoudre le problème? Le traitement rapide des données. Les comptes nationaux sont en retard, c'est pas bon. Ça signifie, si aujourd'hui on a fait passer la loi sur les statistiques, c'est pour permettre de renforcer la direction de la statistique qui passe d'ailleurs en agence, pour que nous puissions avoir un focus là-dessus. Il est clair que ce soit au niveau de la direction de l'économie, la statistique, les impôts, le budget, la douane, il est plus qu'indispensable de renforcer la qualité de ces outils. Il y a une amélioration, je peux vous dire qu'elles sont fiables. Elles sont fiables, mais nous avons des problèmes en ce qui concerne la production de certaines données.
les comptes nationaux, ça c'est un exemple. Si vous produisez les comptes nationaux 5 ans après, si la balance de paiement du Gabon, vous l'obtenez, là encore c'est pas le Gabon, là c'est la Banque des Salles de l'Afrique centrale, vous l'obtenez 6 ans après, c'est pas du tout intéressant. Parce que ce sont des outils indispensables pour l'analyse économique. Donc c'est plutôt par rapport à la production des statistiques. Régis Simongo, vous êtes membre du gouvernement. Pourquoi finalement créer à chaque fois les agences sur des prérogatives qui existent déjà dans certaines directions de notre administration? À chaque problème se crée une agence. Je précise que la statistique, ce n'est pas une agence qui est créée. C'est un projet qui date depuis cette loi statistique, c'est même depuis. Vous avez dit qu'il y a une agence qui va s'occuper désormais de ça. Depuis 2007. C'est un projet depuis 2007, ce projet, la statistique. Parce qu'ailleurs, par exemple, l'INSEE. S'agit-il d'une agence ou pas? Et vous savez que. Depuis 2007. Vous avez peur des agences? Depuis 2007, c'était une agence. Vous avez peur des agences? Non, mais monsieur le ministre, vous-même en tant que membre du gouvernement, comment vous posez la question aux Gabonais s'ils ont peur des agences? On va recadrer les choses. Monsieur le ministre, pourquoi, monsieur le ministre, s'il vous plaît, juste pour préciser la question, nous avons à chaque fois des administrations qui ont déjà les prérogatives par rapport à telle ou telle autre action dans nos administrations. Juste à côté, il y a des agences qui se créent. Le cas, par exemple, je vous prends quelques cas. La Direction générale de l'urbanisme, on a créé une agence qui s'occupe encore de l'urbanisme. Là, on parle de la Direction générale de l'économie et de la statistique. La Direction générale de la statistique, mais la Direction générale de l'économie s'occupait déjà de la statistique. Et là, vous nous annoncez... Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas annoncé. Vous avez la Direction générale. Mais comment appréciez-vous cette façon de faire les choses en tant que membre du gouvernement? Vous avez la Direction générale de l'économie. Vous avez la Direction générale de la statistique, qui à l'époque d'ailleurs était au ministère de la Planification. C'est en fait un office de statistique. L'INSEE, en France, c'est un institut de statistique. Nous voulons aujourd'hui avoir la même configuration au Gabon. Parce que ce qui se passe au niveau des statisticiens, vous allez regarder, beaucoup de Gabonais ne sont pas intéressés à ces métiers parce que leur situation financière n'est pas adaptée. Il est plus intéressant pour eux de partir travailler aux impôts, au trésor, aux douanes, avoir des revenus plus importants que de travailler là-bas. Avec la loi sur les statistiques, je précise bien que c'est un projet qui date. Ce n'est même pas maintenant à ce niveau. L'appellation office, agence, ce n'est pas ça. Mais c'est cette direction générale qui se transforme en un outil plus efficace. Ce n'est pas qu'on supprime et on crée à côté une autre structure. Maintenant, je vais répondre par rapport aux autres. Bon, si le cas de la statistique, ce n'est pas une nouvelle agence, mais vous parlez de la NUT, des autres agences, ainsi de suite. Vous savez, la création des agences, je considère que ça a été une idée positive. Mais pour toute idée, il faudrait éviter qu'il y ait des dérives. Ça, c'est très important. Avoir créé la GOC, c'est en guillemets, c'est une société, mais on va l'appeler aussi agence, puisqu'il y a eu des débats. Gabon et compagnie. Gabon et compagnie, c'est très positif. Aujourd'hui, quand on voit le travail qui est réalisé, quand on voit la place de cette structure aujourd'hui dans le domaine pétrolier, même si c'est encore embryonnaire, c'est très positif. Mais d'un secteur à un autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Bien sûr, voilà que je dis que les agences, ça dépend aussi, parce que malheureusement, il y a des endroits où nous n'avons pas eu un effet positif. Ça, il faut le reconnaître. Mais est-ce parce que dans un secteur, on a un effet négatif qu'on va maintenant généraliser pour lui la création des agences très négatives? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, oui. Louis-Philippe Mbadinga et Nadège Bonda, je veux vous proposer à tous les deux qu'on revienne dans une question, qu'on réaborde cette question qui concerne la vie chère et qui concerne particulièrement les Gabonais, parce que nous avons pris des avis des consommateurs. Cette fois, nous vous proposons quelques réactions des commerçants sur l'application des prix. Nous les écoutons et nous nous retrouvons juste derrière pour la dernière partie de cette deuxième partie de l'émission. Mais là où on achète le poisson, on ne nous a jamais réduit les prix là-bas. Les prix ne font que s'augmenter tous les jours. Et on parle de ça tous les jours. Vous savez que ce sont les Chinois qui nous vendent le poisson là. Ils augmentent les prix tous les jours. La route, il faut voir les régimes de 5 000, 6 000, 4 000. Arriver ici, 60 000 francs pour le cabine. Vous arrivez là, vous tendez. Les
aussi nous explique que, par exemple, les choses qui reviennent du Cameroun, carottes, poivrons, choux, les pommes, l'oignon. Sur la route, eux, ils payent les taxes, il y a la douane, il y a la gendarmerie. Arrivés au marché, eux, ils payent aussi les places. La mairie est là. Donc, en totalisant tout ce qu'ils ont perdu, c'est à cause de ça qu'eux aussi font cher. Quand nous, les détaillants aussi, on pas payé, nous sommes obligés de payer cher. Voilà ce que je propose au ministre. Je propose que, comme les taxes sont chères pour les grossistes, à partir de la frontière, s'il y a un papier qu'on peut payer, que les gens là peuvent arriver jusqu'à Libreville, maintenant on paie les taxes une seule fois. Comme ça, en arrivant ici, ils vont encore payer la mairie. Les taxes peuvent diminuer en payant 2 fois la mairie ou bien le ministre de l'Intérieur et la douane. Régis Simongo, à l'instant, l'avis des commerçants sur l'application des prix, c'est une situation réelle. Vous êtes informé? Je suis informé et il y a, à ce niveau, je puis dire, un hiatus entre les informations que nous avons de l'administration et des opérateurs économiques. Mais il est clair que ces commerçantes qui interviennent tout à l'heure sont dans la réalité. Bon, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer le matraquage qu'elles subissent en matière de transport de leurs aliments en partant de l'intérieur à la capitale. D'abord des tracasseries au niveau des différentes administrations, que ce soit la police, la gendarmerie, le conseil départemental et tout. Maintenant, arrivé à Libreville aussi, les différentes structures de contrôle qui viennent en fait aussi harceler les commerçants. Voilà pourquoi nous voulons, nous proposons aujourd'hui avoir des unités de coordination qui à la fois intègrent l'inspection sanitaire, hygiène par exemple, la mairie de Libreville, la direction générale des impôts, la direction générale de la douane, afin d'éviter ce matraquage. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'impact, c'est sur les prix qui sont pratiqués. Parce que quand les commerçants sont extorqués, suite à une pression abusive et infondée, en matière de parafiscalité, ça cause problème. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser la question de savoir, apparemment vous êtes au courant de la situation, et vous êtes au courant depuis combien de temps déjà? Vous savez, d'abord, première chose, je suis venu au ministère de l'économie en octobre 2014, et je me suis rendu sur les marchés, il me semble que c'était, la date, je ne sais plus si c'était en novembre. Et après le passage dans les marchés, nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures pour effectuer un suivi. Mais il est clair que la situation est très vaste, mais il est clair que c'est insuffisant. Parce que la direction générale de la concurrence qui va sur place donc pour contrôler, avez fait un premier ça ne suffit test. pas. Il faudrait aujourd'hui, parce que la situation, c'est en fait une réaction en chaîne. Oui. La commerçante a dit, quand on part par exemple de l'IEM, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez le conseil départemental, vous avez la mairie. Ça, c'est déjà des différentes frontières. Chaque frontière, elle dépense. Monsieur, elle dépense. Mais vous imaginez bien, ce n'est pas les mesures qu'on va prendre au niveau du ministère de l'économie qui vont suffire. Voilà pourquoi il faudrait élargir, avoir des unités conjointes. Et aujourd'hui, nous avons sensibilisé, parce que ce sont les Gabonais aussi, nous avons sensibilisé. Alors vous leur dites que ça va prendre combien de temps encore? Combien de temps peuvent-elles encore attendre, c'est le système de sanctions. Il est clair que le matraquage qui est fait par les forces de sécurité est infondé par moment. Et les mesures qui sont prises pour sanctionner les indélicats visent à rassurer les commerçants par rapport à ça. Maintenant, au niveau de la mairie, au niveau des marchés, par exemple au niveau de Libreville, j'ai demandé à la direction générale de la concurrence d'être sur le terrain, surtout de contrôler l'application des prix qui ont été homologués. Parce qu'à ce niveau, vous avez vu, l'une des commerçantes se plaignait pour dire que les prix qui ont été affichés ne sont pas respectés. Parce que vous avez un jeu qui biaise le système, à la fois au niveau des grossistes,
au niveau des semi-grossistes, qui sont par moments les mêmes. Je ne citerai pas une nationalité, avec un impact donc, négatif au niveau des prix. Si bien que les mesures du gouvernement qui ont été prises pour défiscaliser des produits, défiscaliser certains produits, pour certains types de produits, on n'arrive pas à avoir un impact positif. Cela veut-il dire que le gouvernement est impuissant? Voilà pourquoi nous avons une présence et voilà pourquoi nous avons une cellule, il y a une cellule de vie chère au niveau du ministère de l'économie pour pouvoir suivre l'évolution au niveau des marchés. Et si dans le cadre de cette cellule, on a mis un numéro vert, c'est pour permettre, c'est vrai, vous allez me dire que durant un moment, ce numéro vert n'a pas marché. En effet, il y a eu des défaillances, mais là, ça a repris. Il y a eu des problèmes techniques, ça a repris. Ça vous permettre que le Gabonais, l'opérateur économique, la commerçant qui sont lésés, à la fois par l'administration, ou bien par des pratiques anticoncurrentielles, puissent saisir le ministère de l'économie. 15 mars 2013, Monsieur le ministre, cela fera bientôt 2 ans que le gouvernement a décidé d'exonérer justement de fiscalité et de taxes de douane 166 produits de consommation courante, sacrifiant ainsi 11 milliards. Mais comment ça se fait qu'à peu près... C'est même pas 11 milliards, 11 milliards c'est de la première année. Ah oui. Sur la période, l'État gabonais a perdu au passage 83 milliards, parce qu'en 2014, ça a été 38 milliards de francs CFA qui ont été dépensés. Et pourquoi parle-t-on encore de vie chère? Pour certains produits, mais vous imaginez bien que ce sont des mesures d'assouplissement. Mais pour régler le problème de la vie chère, il faut que nous puissions booster l'offre. Si je vous dis que ces mesures de fiscalisation vont résoudre le problème considérablement, mais c'est faux. Comment ça serait dans le long terme? Dans ce cas, pourquoi... Il faut avoir une approche structurelle. Parce que tant que le Gabon sera dépendant des marchés internationaux en ce qui concerne l'alimentation des produits, 80%, c'est clair, 80% des produits, vous avez produits alimentaires arrivent de l'étranger. De francs CFA. Mais c'est cette réalité. Voilà pourquoi il faudrait renverser la tendance. Parce que c'est en ayant une offre nationale des produits agricoles que nous pouvons combattre cela. C'est clair. Là, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande. Quand vous avez en plus un marché qui est biaisé à cause des monopoles, les oligopoles, c'est difficile. Donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces mesures ont permis de contenir l'affolement en matière d'évolution des prix. Il y a qu'à voir un niveau d'inflation qui ont été observés à la fois en 2013, en 2012, en 2013, par rapport à... Une question qui va certainement intéresser les Gabonais, c'est de savoir peut-être le coût du pain au lendemain de la suppression des subventions concernant les carburants. Les Gabonais peuvent être rassurés parce qu'en ce qui concerne le pain, parce que les boulangers vont s'ajuster, mais le pain, pour l'instant, la farine est subventionnée. Chaque année, c'est 8 milliards que l'État supporte pour maintenir un prix inchangé au niveau de la farine. Et ce sera encore le cas cette année? C'est encore le cas cette année. Je précise, le Gabon est l'un des rares pays qui maintient encore les subventions au niveau de la farine. Monsieur le ministre, vous disiez qu'il faut que le Gabon arrête, plus ou moins, ou en tout cas dépende au moins des importations. Donc le projet Graines serait pour vous la solution? Le projet Graines, je ne pourrais pas dire que, si je dis aujourd'hui que c'est la panacée, le projet Graines, c'est une amorce d'une solution que nous pensons positive. Alors, puisque vous êtes comme vous pensez ou dont vous êtes sûr, est-ce qu'il y a des études? Nous pensons, vous savez, il y a des études qui ont été faites. Voilà. Mais je préfère, tout élément, il faut toujours mettre un élément d'incertitude. Et je pense tout à l'heure, il y a une dame qui parlait de ces problèmes, le programme Graines, ainsi de suite. Monsieur le ministre, alors donnez la possibilité au ministre de répondre, s'il vous plaît. Vous dites, bon, on a décidé le programme Graines, automatiquement c'est résolu, vous passez à côté de la plaque. Parce que pour que le programme Graines puisse avoir un effet levier sur l'économie par rapport à l'économie agricole, il faudrait aller dans le sens qui est voulu au niveau de ce programme. Alors le programme Graines, nous allons en parler. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on va voir très rapidement ce reportage qui vous montre sur le terrain de l'action. Régis Simongo, vous étiez dans certains marchés de la capitale gabonaise justement pour constater les prix appliqués par les commerçants. Nous suivons ce reportage et nous nous retrouvons juste après pour la dernière partie de cette deuxième série d'émissions. Lors de la célébration de la Journée mondiale du droit des consommateurs de 2013, le gouvernement, via l'ancien ministre de l'économie, Luc Oyoubi, avait annoncé la baisse de 166 produits alimentaires. Entre autres, du poisson, de la viande, des légumes et des fruits. Le coût du panier de la ménagère n'a cessé d'augmenter. Que fait alors la DGCC
Direction générale de la concurrence et de la consommation, entité chargée de l'application de l'arrêté réglementant l'opération de lutte contre la vie chère. Au regard des uns et des autres, la question reste sans réponse. Toute chose qui fait réagir le syndicat des consommateurs. C'est 18 000 francs le carton de capitaine. Quand elle arrive au marché, elle a la taxe municipale, elle a le nettoyage, elle a la taxe de la sécurité, elle a le transport. Elle part de chez elle le matin pour venir chez le grossiste, c'est un transport. Elle part de chez le grossiste pour le marché, c'est le transport. Mais elle a quoi comme bénéfice? Ce que nous faisons dans les marchés, c'est juste pour survivre. Et pourtant, c'est notre propre poisson. Vous avez vu tout à l'heure, c'est notre propre poisson, pêché au Gabon, qui coûte un carton de 10 kilos, 18 000. Ça fait 1 800 francs le kilo de capitaine. Les grossistes ne respectent pas les prix de la mercuriale, y compris les aliments de première nécessité. Vous avez vu sur le terrain, la pomme coûte 200 francs, l'orange 250. En temps, sur le mercurial, c'est 125 francs la pomme, 175 la pomme et 200 francs l'orange. Mais si les détaillants ne respectent pas, c'est parce que les grossistes aussi ne respectent pas. C'est d'abord le grossiste. Cette initiative entreprise par les autorités du ministère de l'économie est louable, mais il serait judicieux pour le gouvernement de mettre en place la politique de suivi afin que les mesures entreprises par les plus hautes autorités soient véritablement appliquées et deviennent une réalité pour le grand bonheur des populations. Alors, Régis Simongo, vous étiez dans certains marchés de la capitale gabonaise. Vous avez certainement discuté avec les responsables de ces centrales syndicales des commerçants des Gabonais. Qu'avez-vous dit à ces personnes pour les rassurer? Ce serait quoi votre conclusion sur la vie chère? La conclusion à ce niveau, c'est d'abord que le gouvernement, d'ailleurs comme j'ai suivi votre reportage, la conclusion c'est que le gouvernement puisse suivre l'application de ces mesures pour qu'il n'y ait pas de biais au niveau de la chaîne. Parce que nous avons fixé des marges, par exemple en ce qui concerne les grossistes, les importateurs, les grossistes et les détaillants. Il faudrait que le gouvernement puisse, de façon permanente, respecter l'application du plafonnement de ces marges. Et qui va faire le gendarme? Mais c'est nous, c'est la direction générale de la concurrence, principalement déjà, la direction générale de la concurrence. Oui, vous avez mais là, insisté, oui. Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'une des solutions, ce sera également la production. Et parlant de production, Graines va certainement dans ce sens. Mais pardon, juste conclure très rapidement, avant de parler du projet Graines, conclure rapidement. Conclure rapidement, c'est de permettre qu'on puisse mettre fin aussi aux tracasseries administratives. Les différentes administrations doivent arrêter de créer des distorsions au niveau des marchés à travers certains comportements qui ne sont pas du tout vertueux. Ça, c'est essentiel. Et avant d'aborder l'approche structurelle qui est en relation avec le programme Graines, c'est de dire que ces mesures visent à contenir l'affolement en matière de hausse des prix des produits alimentaires qui sont pour l'essentiel importés. Nous ne pouvons pas annuler la hausse. Nous essayons d'atténuer la hausse en perdant au passage de la fiscalité. Mais quand les prix des produits alimentaires augmentent de façon considérable, bien sûr, le choc est là. Et la solution, c'est de permettre au Gabon d'avoir une offre de produits, une offre nationale des produits alimentaires. Alors, afin de renforcer, de rechercher la sécurité alimentaire et surtout d'améliorer la position de sa balance de paiement. Parce que quand on importe 300 et quelques milliards de francs CFA, ça dégrade la balance de paiement. Graines également est une solution en ce sens. Pourtant, pour beaucoup d'observateurs, Graines ressemble à une nébuleuse. On ne connaît pas d'où viendra l'argent pour financer Graines. On ne connaît pas le coût. Graines serait tombé comme un projet clé en main
des mains de l'âme directement sur la table du président de la République? Peut-être nous présenter déjà, Graines, qu'est-ce que c'est? Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. Graines, c'est un programme, pas seulement agricole, c'est un programme économique, je peux dire. Puisque dans ce programme, vous avez des aspects agricoles, vous avez des aspects de transfert, de compétences, vous avez un volet qui concerne l'aménagement du territoire, vous avez un volet qui concerne l'énergie et l'eau. C'est un ensemble. Voilà pourquoi le ministère de l'économie est au centre aussi de ce programme. Vous savez, en ce qui concerne Graines, ce programme n'est pas tombé comme ça de la Lune. Mais la démarche qui a été arrêtée par le chef de l'État était d'abord de finaliser tous les travaux avant d'annoncer ce programme. Le ministre de l'Agriculture, dit-on, n'était pas au courant au moment de l'annonce. Je veux vous dire que le ministre de l'Agriculture a été signataire de cette convention. Comme quoi, sauf celui qui vous a dit qu'il n'était pas au courant. Non. Ou des informations confidentielles. Ah, peut-être celle de l'UQUB, dites. Non. Confirmez. Non, pas lui. C'est le cas, Louis-Philippe? Non, non, non. Il s'agit des informations confidentielles des agents du ministère de l'Agriculture. Confidentielles, mais peut-être eux, je ne sais pas. Parce que le grand problème, c'est quoi? Nos administrations doivent comprendre que nous devons travailler différemment. Nous ne devons pas être otages des administrations par rapport à certains programmes qui vont bouleverser notre économie. La tendance observée, c'est que quand il y a une initiative nouvelle, quand il y a une innovation, on a peur d'innovation. Parce que l'innovation... N'est-ce pas normal? Mais non, l'innovation... N'est-ce pas finalement maintenant au gouvernement de rassurer en apportant des preuves, qui pourraient permettre à chacun... Je continue, les preuves sont là tout justement. Je dis l'innovation fait fuir. Mais fait fuir les gens qui ne veulent pas s'adapter à cela. Les preuves sont là. Graines, tout à l'heure, je suivais le porte-parole. Le chef de l'État va en Window pour lancer, pour remettre des agréments à certaines coopératives. Graines a commencé au niveau de Window, au niveau du Wellington. Et qu'on s'accorde, ce programme apporte une nouvelle façon de faire l'agriculture. Venons-en aux questions essentielles. Oui, justement. Monsieur le ministre, je vais embrayer, ça se souvient. Mais plutôt, je voulais revenir sur les AGR. Oui, permets-moi. Concernant le volet agricole de Graines, des informations confidentielles également, permettez, parce que ça semblerait. Oui, des informations confidentielles. Il va dans le même sillage. Dans le même sillage. Les informations confidentielles disent que quand on superpose la carte forestière, la carte minière, les parcs nationaux, lorsqu'on pense à donner à chaque exploitant à terme 7 hectares, il n'y aurait pas d'espace. Vous savez, pour commencer, nous avons un plan d'affectation des terres. Il y a la terre affectée pour l'agriculture, pour la forêt, pour les mines, ainsi de suite. La volonté qu'on a, c'est vraiment d'annoncer que nous voulons faire une répartition de 200 000 hectares. Nous pouvons le faire. L'essentiel d'être conforme au plan d'affectation des terres. Qu'est-ce qui se passe? Qui n'est pas encore disponible. Qu'est-ce qui se passe? C'est la finalisation, mais en gros, ce plan est déjà là, je peux vous dire. Qu'est-ce qui se passe quand je disais que Graines doit être différent? Si on a mis en exergue la nécessité de créer des coopératives, c'est pour éviter qu'on ne puisse avoir une situation où on a une seule personne agriculteur, où le programme se concentre sur un seul. Nous dépensons énormément par rapport à un seul opérateur, alors qu'en ayant des regroupements, ça permet de renforcer les capacités de ces coopératives agricoles. Ça permet aussi d'ajuster l'aménagement du territoire par rapport à cette volonté économique. Aujourd'hui, comment on procède sur le plan agricole en ce qui concerne Graines? Les surfaces sont viabilisées. Les coopératives, il y a un enregistrement. C'est vrai que c'est difficile. Les Gabonais ont des habitudes. C'est difficile. Notamment urbaine, monsieur le ministre. Bon, si on demande de vous regrouper, bon, je ne suis pas d'accord, celui-là je ne le connais pas, ainsi de suite. Mais c'est un passage obligé. Des coopératives qui vont, actuellement, dans le cas des rassemblements qui ont été faits en Window, dans le Wellington, ça varie de 15 à 40 personnes.
les coopératives. Et Grain, Sotrader, entreprise, qui est un partenaire public-privé entre l'État gabonais et le groupe OLAM, apporte à la fois l'assistance technique, je précise bien, le financement et surtout l'engagement de racheter la production agricole. Ça, c'est pour les plantations agricoles, puisqu'on a aussi un volet plantation industrielle de côté. L'engagement d'acheter la production agricole. Une dernière question. Ça, c'est un élément nouveau dans le modèle. C'est très important. Monsieur le ministre, vous vendez très bien le projet Grain. Finalement, on aimerait savoir... merci. On aimerait savoir... C'est pas un compliment. Hein. Ah, mais non, c'est peut-être un compliment. Votre question, on voudrait savoir, monsieur le ministre, finalement, le projet Grain vient-il éclipser les AGR? Non. Vous savez, les AGR. Mais le projet Grain vient renforcer cette politique des AGR. Parce que quand vos parents au village, dans les zones rurales, à travers ces coopératives agricoles, vont avoir des revenus, vont avoir des comptes au niveau des CCP, vont donc participer même à l'inclusion financière. Mais c'est tout cela, les activités de proximité. Donc ça signifie que le projet Grain est un atout pour les AGR. C'est pas du tout, il ne vient pas éclipser les AGR, mais c'est un atout pour les AGR en dehors de ce qui est fait par l'État dans le cadre du programme. À côté de cela, Louis-Philippe, c'est vraiment votre dernière question. Oui, à côté de cela, monsieur le ministre, qui dit graine, qui dit production agricole, dira certainement par la suite label Made in Gabon. Apparemment, les questions de traçabilité, les questions de certification et donc de labellisation ne sont pas encore des préoccupations de votre ministère. Vous savez, à ce niveau, nous avons un ministère, c'est le ministère de l'Industrie, qui s'occupe de ces aspects. Vous avez le CEPIG, vous avez la GANOR, qui sont chargés de la certification, de veiller sur la qualité et surtout le label Gabon. C'est la GANOR, c'est l'agence gabonaise de normalisation. Il est clair que si nous voulons nous départir de cette vision tropicale de l'économie, ça signifie que nous mettons en exergue les principes modernes. Et si nous avons un programme dans le cadre de la normalisation, c'est essentiel. Nous voulons, notre modèle aujourd'hui est bâti sur la production des biens échangeables. Mais qui dit biens échangeables met en exergue les aspects de certification de qualité. Alors, Régis Ce sont Simongo, les impératifs du commerce international. Alors, Régis Simongo, le président de la République, vous l'avez dit, Ali Bongo Ondimba va lancer ce projet vendredi. Que doit-on retenir, puisque nous avons la primeur de l'information? Vous avez sur le porte-parole, c'est dire que le programme Grain est en marche. Et je pense qu'avec des Gabonais qui sont positifs, qui ne sont pas pessimistes, je disais lors de la présentation qu'il faut mettre fin à l'afro-pessimisme. Il faut mettre fin au gabono-pessimisme. Si vous partez dans cette posture, vous allez être plus exigeant. Vous allez dire, mais j'ai lu un article dans l'Union, un Gabonais qui analysait le programme Grain. Un article intéressant. Il a dit, ce programme est intéressant, mais moi j'ai un problème. Il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'il faut régler. Voici un Gabonais qui est optimiste, parce qu'il croit en ce programme, mais il se dit que pour qu'il soit une réussite, il faudrait absolument lever certains obstacles. C'est cette position que j'espère les Gabonais auront, et je suis convaincu parce que elle, c'est rare, mais elle m'a filé un compliment, c'est la démonstration, même si elle est revenue après, mais c'est la démonstration qu'elle est en train de mode par rapport au programme Grain. Régis Simongo, merci pour toutes ces précisions. Et parlons justement du programme Grain, nous allons suivre ce spot et nous nous retrouvons juste derrière pour la dernière partie de cette émission.
Régis Simongo, toutes les questions abordées depuis le début de cette émission passent bien entendu par la promotion des investissements et la prospective. Et ce sera bien entendu la dernière partie de cette émission. Vous l'avez constaté, Jacques Fourier-Mongumba Maloulou et Tassiana Minko nous ont rejoints. Vos questions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, la promotion des investissements et la prospective, le mot est lâché. La prospective, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? En quelques mots, c'est d'éviter de rester dans le court terme. C'est d'avoir une vision cohérente en ce qui concerne le long terme. Il faut avoir des stratégies qui visent à atteindre les objectifs et voir comment ce court terme s'intègre dans les préoccupations de long terme. Et c'est cela. Alors, Monsieur le ministre, en termes en matière de création d'entreprises, les Gabonais sont confrontés à un véritable problème qui constitue aujourd'hui un goulot d'étranglement. La question des délais de création d'entreprises. Nous avons vu qu'aujourd'hui, le CDE, Promo Gabon et l'APEX sont fusionnés en une seule structure qui est désormais l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un changement? D'abord, cette réforme est effective, Monsieur le ministre? D'abord, permettez-moi de rappeler un peu l'esprit. Le Gabon veut avoir une économie dynamique. Le modèle de notre économie a été bâti sur le secteur privé. Ça signifie qu'il nous faut attirer l'investissement direct étranger. Ça signifie aussi qu'il faudrait que nous puissions attirer ceux qui opèrent déjà sur le territoire national. Pour le faire, il n'y a pas de miracle, il faudra avoir un climat d'affaires attractif. Donc l'attractivité est un élément essentiel de nos stratégies. Quand vous voyez le classement du Gabon au niveau de Doing Business, même si on peut dire que nous sommes premier OADA, premier CEMAC, mais ce n'est pas le reflet de l'ambition du chef de l'État. Nous voulons être au niveau des 10 premiers pays africains. Et c'est possible. On a des potentialités. Parce que nous n'évoluons pas dans un environnement cerné, fermé. Il faut que le Gabon puisse être plus attractif que les autres pays de la sous-région, que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, que d'autres pays hors de l'Afrique. Il faut une ambition. La création des entreprises a été, même s'il y a eu des améliorations, pas dire que la situation actuelle est meilleure qu'avant. Des efforts ont été faits par Nyabanda, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous avons trouvé qu'il était nécessaire, en tenant compte de la perdition qu'il y a. Parce qu'ailleurs, que vous partez au Rwanda ou à Maurice, ainsi de suite, mais tout est regroupé dans un même guichet. Nous avons trouvé qu'il était indispensable d'avoir une structure qui, en son sein, avait un guichet création des entreprises, qui obéit, qui fonctionne avec des standards, avec un benchmarking renforcé. Parce qu'aujourd'hui, Doing Business, pour créer une entreprise, 50 jours au niveau du Gabon. C'est pas trop, Monsieur le ministre? C'est trop. Au Rwanda, c'est moins d'une semaine. 5 jours, 4 jours. Avec l'ANPI, quels sont les nouveaux délais? Avec l'ANPI, nous avons 3 segments. Nous avons un guichet création des entreprises, un guichet promotion d'investissement, un guichet promotion des petites et moyennes entreprises. Pour le guichet création des entreprises, nous voulons atteindre un objectif de 1 semaine dans un horizon très rapide. 1 semaine de création d'entreprise. Nous fixons comme objectif 2 ans. 1 semaine. Mais en sachant qu'1 semaine, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on arrive à créer une entreprise au Gabon en 2 jours, 3 jours. C'est ce que faisait le CDE. Ce n'est pas 2 ou 3 jours, puisque nous sommes classés en 50 jours. C'est 50 jours dans le classement Doing Business, sauf si Doing Business a pris des données qui étaient fausses. Mais le classement Doing Business fait ressortir que c'est 50 jours de création d'entreprise au Gabon. Justement, nous sommes passés. On est passé à un niveau, on est passé à plusieurs mois. De la 138e place à la 144e place, Monsieur le ministre. Ça signifie qu'il faut renforcer. Et dans le cadre de cette nouvelle structure, qui je précise a 3 éléments dans son guichet, c'est de mettre un focus en ce qui concerne la qualité des intervenants
pour permettre, quand l'entreprise est créée, on puisse suivre aussi cette entreprise. Parce que les statistiques, on crée une entreprise, mais il faut suivre la vie de l'entreprise. On l'a créée, elle a évolué comment, est-ce qu'elle existe encore, elle a disparu. C'est tout cela qui est intégré dans le cadre de la nouvelle Agence nationale de promotion d'investissement. Nous allons évoluer dans Et là, nous avons aussi un segment promotion d'investissement. Je ne sais pas si vous allez poser des questions, mais peut-être j'anticipe. Promotion d'investissement, qui est l'ancienne APIX. Parce que nous estimons que là, c'est un outil essentiel. Il faudrait, puisque nous voulons promouvoir les partenariats publics-privés, il faudrait que cette structure puisse suivre l'investisseur, à la fois dans le cadre des stratégies que nous mettons en place, l'accompagnement dans les ambassades, l'accompagnement au niveau du Gabon, c'est essentiel. Pour un investisseur, quand il vient au Gabon, il se sent accompagné. Bonsoir, le troisième point, Monsieur le ministre. promotion des petites Nous y reviendrons dans okay. la section promotion des investissements. Le Gabon a été exclu en 2013 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, c'est cela bien sûr. Alors, qu'est-ce à dire? Est-ce que notre pays n'est pas un exemple en matière de bonne gouvernance? Qu'est-ce qui explique cette exclusion? Et on parle d'un éventuel retour. C'est dû à quoi? D'abord, vous comprenez bien que si dans le PSG, vous avez un fondement qui est la gouvernance, ça signifie que dans notre stratégie, la gouvernance, la bonne gouvernance est au centre de cette stratégie. Et pourquoi cette exclusion? Le Gabon a été exclu de cette initiative. Moi, je tiens à rappeler, le Gabon a été l'un des premiers adhérents à cette initiative. Et le Gabon a adhéré pas sous la contrainte du Fonds monétaire, ce n'est pas dans le cadre d'un programme, d'un dictat. C'est parce que le Gabon, les autorités pensaient qu'il était nécessaire, essentiel, que les Gabonais puissent savoir exactement ce qui se passait dans le secteur des industries extractives. Bon, en 2003, il y a eu des incompréhensions, je peux dire, entre le groupe d'intérêt, le secrétariat international de l'IITI. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fixé au Gabon une date butoir pour la remise du rapport de validation de l'IITI. Parce que le Gabon avait déjà produit 4 rapports. Maintenant, il fallait un rapport de validation pour voir si le Gabon a respecté tous les différents aspects et les critères. Par exemple, diffusion des rapports, ainsi de suite, et tout ça là, association, explication des passages au niveau des différentes émissions, de façon simple. Un rapport a été fait par l'expert choisi, mais le groupe d'intérêt n'avait pas validé ce rapport. Le groupe d'intérêt contestait ce rapport. Les échanges avec l'expert, alors qu'il y a une date butoir qui était déjà fixée par le secrétariat international de l'IITI, c'est vers la fin que le groupe d'intérêt envoie le rapport au secrétariat international, mais précise en même temps que nous envoyons ce rapport, mais nous ne sommes pas d'accord avec le rapport de l'expert. Ça signifie que ce rapport n'a pas été validé par le Gabon. Le secrétariat international a considéré que le Gabon n'avait pas envoyé un rapport validé à cette date, et la conséquence logique était l'exclusion du Gabon de cette initiative. Parce qu'il fallait que le Gabon passe de pays candidat à pays conforme. Et maintenant, on parle d'un éventuel retour, c'est vrai? Oui. Je vous ai dit que quand vous regardez, vous avez un fondement en bas là, gouvernance. Regardez les autres, vous allez voir gouvernance. C'est essentiel. Parce que nous ne pouvons pas avoir une économie qui fonctionne avec un système vertueux si la gouvernance n'est pas au centre des actions politiques. Nous avons organisé un séminaire international pour arrêter ensemble avec les bailleurs de fonds, puisque le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, le secrétaire international de l'IITI, Publish What to Pay. Vous n'allez pas tous les citer, mais je vais citer pour dire voilà, que ce séminaire international a permis de s'accorder sur le plan de retour. Le problème a été remédié, tant mieux. Non, c'est pas poursuivez, Tatiana Biko. Nous avons arrêté un programme, maintenant il faut que le gouvernement annonce absolument le responsable du groupe d'intérêt pour que la mécanique puisse, bien sûr, fonctionner. Poursuivez, Tatiana Biko. On va parler de promotion d'investissement. Oui. Et l'une des plateformes par excellence a été de lancer le concept New York Forum Africa, Monsieur le ministre. Alors, première, ma question aura 2 volets. Première question, pourquoi avoir choisi l'appellation New York Forum Africa, sachant que l'anglais n'est pas forcément manié aisément par tous les Gabonais? Pourquoi n'avoir pas dit France Forum Africa, Belgique? Enfin, pourquoi New York Forum Africa? Et secondo, nous sommes à plus d'une édition. Bien sûr, vous allez me dire que le Gabon en tire profit. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques grands résultats de cette plateforme? D'abord, pourquoi vous voulez ramener ça toujours un esprit réducteur? Pourquoi? Qu'est-ce que vous entendez par réducteur? Mais non, parce qu'on a mis New York Forum Africa, parce qu'il y a l'anglais. Mais je vous dis que l'anglais, il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix. Quand vous partez dans les différentes conférences, les différents forats, vous partez le plus souvent. Vous allez constater que eux-mêmes, les Français, interviennent en anglais. C'est nous qui intervenons en français. Ça signifie qu'il faut qu'on puisse s'ouvrir. Allons-y à l'essentiel de la question, Régis Simango, s'il vous plaît. C'est un petit rappel, pour dire tout simplement. Mais maintenant, je viens à ça. C'est un label. C'était le New York Forum, à partir du moment où la même personne, Richard Attias, on ne pouvait pas changer maintenant pour mettre France-Africa. C'est un label. C'est un label. Maintenant, l'impact. Vous savez, c'est difficile d'évaluer les impacts de ce genre de choses. Parce que plus tard, peut-être, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez constater l'effet de cela. Mais déjà... C'est pas trop long, monsieur. Mais non, mais je précise parce qu'il y a plusieurs impacts. Mais déjà, les impacts très courts, ce sont les contrats qui sont signés. Ça coûte combien à l'État, l'organisation d'INIFA? Là, c'est le ministre du budget. Vraiment, là, je qui saurait répondre. Qui saurait répondre parce que je suis le ministre de l'économie. Là, c'est le ministre du budget. Monsieur le ministre, dans le même sillage, peut-être vous allez continuer. Dans le même sillage, monsieur le ministre, pourquoi le Gabon n'optimise-t-il pas ses rencontres d'affaires en jet venture, monsieur le ministre? Mais si, il y en a. On en a signé. On a signé des partenaires publics, des jeunes ventures à l'issue à la fois du New York Forum. Pas assez, parce que nous voulons en faire davantage. Si c'est assez, on vous dirait que ok, tout baigne et tout, mais comme je ne suis pas Madame Soleil, je vous dirais que je peux vous dire la vérité que c'est pas assez. Et donc il n'y a pas un bilan à ce jour adressé? Il y a un bilan de l'organisation. Ça fait 3 éditions déjà, monsieur le ministre. Je précise qu'il y a eu des contrats qui ont été signés. Dans le domaine d'infrastructure, des contrats qui ont été signés. Que ce soit infrastructure routière, infrastructure scolaire d'ailleurs, parce qu'il y avait un programme à ce niveau, que ce soit infrastructure économique, puisque le projet de nouvelle raffinerie avait été signé dans le cadre du New York Forum. Donc nous avons des projets qui ont été signés, des contrats qui ont été signés, qui sont en train de se mettre en œuvre, mais nous voulons davantage. Mais je précisais que l'effet, ce n'est pas seulement ces contrats, c'est de mettre le Gabon sur les écrans, sur les radars internationaux. Parce que le grand problème, on a été le plus souvent, les pays francophones souffrent de ce déficit. Ce sont les pays anglophones qui valorisent exactement ce qu'ils font. Mais les pays francophones se limitent par moment à des stratégies très limitées et qui pénalisent. Quand il y a un New York Forum ici au Gabon, mais tout est retransmis. L'actualité, bien sûr, au niveau international, on parle du Gabon, mais c'est cela. Tant bien. Mais bien sûr que vous allez avoir, en parlant bien, mais vous allez avoir aussi les autres. Mon ami Marcona qui va s'agiter avec la société civile, mais c'est ça la démocratie gabonaise. Mais c'est ça la démocratie gabonaise, d'avoir d'un côté le gouvernement qui organise et qui dépose sa stratégie, qui valorise ce qui est fait, de l'autre côté la société civile qui réclame davantage. C'est normal, c'est légitime. D'accord. Concernant les investissements directs étrangers, à quel niveau se situe le climat des relations avec les institutions financières internationales, la BAD, la Banque mondiale et le FMI, monsieur le ministre? Vous savez, les relations sont bonnes. Nous n'avons pas de problème avec les institutions internationales. Le Fonds monétaire était récemment en octobre pour la revue au titre de l'article 4. Et ce dossier est passé au conseil d'administration du Fonds monétaire le 18. Vous pouvez d'ailleurs, puisque ces rapports sont publiés, vous pouvez vous pouvez regarder le site du Fonds monétaire pour voir ce rapport. Ce rapport a fait ressortir ce que nous savons, bien sûr, c'est que l'économie gabonaise s'est bien comportée sur la période, mais la croissance n'est pas assez inclusive. Il faudrait accélérer les réformes pour solidifier l'économie. Avec la BAD, il y a eu une mission récente. Nous maintenons un contact régulier avec ces institutions, même si le Gabon n'a pas un programme adossé au Fonds monétaire, adossé par le Fonds monétaire ou par la Banque mondiale. Monsieur le ministre, parlons justement de la Banque africaine de développement. Elle va procéder à l'élection de son prochain président le 28 mai prochain. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que le Gabon est postulant? Il y a 8 candidats à liste en ce moment. Je suis gouverneur de la BAD, donc je suis bel et bien au courant. Le Gabon n'a pas de candidat. Pourquoi? Il n'y a pas eu. Mais... On n'a pas assez de critères, on ne recoche pas les critères nécessaires. Mais peut-être non, peut-être certaines ne se sont pas jetées, c'est tout. Mais le Gabon n'a pas de candidat. Manque de courage, d'optimisme, monsieur le ministre? Je ne sais pas.
Comment ça, monsieur le ministre? Vous êtes le ministre de l'économie, voyez. Je veux dire quoi, franchement? Je ne sais pas, en tout cas. Alors, abordons... Ou c'est peut-être l'histoire passée qui a bloqué certains candidats, mais le Gabon a pu échouer par le passé, peut gagner par la suite. Bon, voilà. Alors, abordons à présent le volet partenariat public-privé. Jacques Fourier-Mangomba Maloulou. Oui, monsieur le ministre, quel est actuellement le niveau des rapports avec les partenaires dans le domaine du privé et du public, notamment par exemple avec Olam? Les relations sont bonnes, mais bien sûr que nous ne sommes pas des ennemis, mais Olam a ses intérêts, l'État gabonais a ses intérêts. L'essentiel de savoir exactement quelles sont les obligations de l'État gabonais, quelles sont les obligations de l'AM et quels sont les résultats attendus par rapport à ces différents programmes. Donc, mais pourquoi parlez-vous de revoir ce type de partenariat? Non. Partenariat public-privé. Non. On a précisé que nous voulons les encourager, mais mettre en place un cadre juridique qui précise exactement la forme de ces partenariats. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas un cadre juridique. Et il faut le mettre en place. Parce que nous pensons aujourd'hui, dans le cadre de nos stratégies, nous voulons attirer davantage. Parce que le volet infrastructure, il n'y a pas que l'État qui doit le faire. Il y a des possibilités. Dans certains pays, c'est dans le cas des PPP. Il faut éviter de tirer sur la corde. Il faut que nous puissions maintenir la viabilité de la dette publique. Et pour permettre que ce programme ambitieux puisse se faire, profitons Monsieur le ministre, espaces. À quel moment vous allez mettre en place ce cadre juridique? Nous sommes en train de travailler dessus, ce cadre juridique, parce qu'il y a les PPP, mais c'est un peu... Bon, énergie, il y a un partenariat public-privé, c'est adossé à des accords. Mais quand nous arrivons maintenant à avoir un cadre juridique, donc nous conditionnons la signature du partenariat public-privé au respect de ce cadre juridique. Nous sommes là-dessus, il y a un projet. Nous allons l'envoyer d'ailleurs à la BAD et la Banque mondiale pour émettre des commentaires avant que nous puissions l'adopter au niveau du gouvernement, parce que c'est essentiel. Quand les cadres juridiques, quand un PPP est mal cerné, c'est des risques. Monsieur le ministre, c'est des risques. Monsieur le ministre, la construction de la marina s'inscrit également dans le cadre d'un PPP? Vous savez, en ce qui concerne la marina, c'est l'État d'abord. La première phase, c'était l'État. L'aménagement, c'est l'État. Et après, ce sera un PPP. Après, c'est un PPP. En quoi ce projet serait-il intéressant pour le Gabon? Ce projet permet de renforcer le positionnement du Gabon dans le cadre d'être un hub touristique. Tout à l'heure, Innocent disait que le Gabon n'a pas... Innocent Badouma de l'Union, oui. N'a pas exploité son potentiel touristique. La marina, c'est pour permettre de faire du Gabon un hub touristique. Et ça, nous pouvons. Parce qu'aujourd'hui, avec les potentialités que nous avons, nous pouvons attirer davantage. Et le tourisme d'affaires doit être au centre de la stratégie que nous avons au niveau de Libreville. Vous êtes le ministre de l'économie, à quand la suite des travaux? Les travaux semblent arrêtés? Alors, nous sommes en train de finaliser l'accord avec l'opérateur parce que dans la stratégie, c'était une phase et le reste, c'est maintenant la signature des partenariats publics-privés. Et je précise au passage que l'État gagnera de l'argent par rapport à ce projet. Donc c'est pour tordre le cou à la rumeur ambiante. L'État est actionnaire de la Comilog, compagnie minière de Logo, et dans ce registre, on a la mise en route en août dernier du complexe métallurgique de Moanda pour la transformation locale du minerai. Alors, quels sont les avantages concrètement au plan socio-économique issus de cette usine de production locale du silico-manganèse? Vous savez, d'abord, tout à l'heure, quand je disais, et c'est même l'un des intervenants le soulignait, qu'il faut que le Gabon renforce sa stratégie de transformation des ressources naturelles. Il est clair que la remontée dans la chaîne de valeur a un effet multiplicateur sur l'économie. En transformant une partie du manganèse sur le plan local, on crée plus d'emplois. C'est un exemple. Le complexe métallurgique de Moanda, c'est 400 emplois. Et rien que pour produire accessible à tous les Gabonais. 20 000 tonnes de manganèse métal, 65 000 tonnes de silico-manganèse. Donc en gros, c'est transformer près de 4 ou 5% de la production, on crée plus de 400 emplois directs. Et quand on voit les effectifs de la Comilog, qui produit 3,7 millions de tonnes, 3,8 millions de tonnes, le niveau des effectifs, si on exagère, c'est 2000 emplois.
Vous voyez l'effet au niveau de l'emploi qui est considérable. Ça, c'est un aspect. Mais quand vous avez, dans une même zone, la ressource, la communauté polymanganèse, à côté, vous avez d'autres unités, une unité indienne au niveau de Franceville. Dans la même zone, vous avez une unité de transformation. Vous avez une école des mines. Mais vous êtes en train de créer en fait un cluster. Maintenant, il faudrait plutôt permettre par une stratégie avoir autour une grappe de petites et moyennes entreprises. C'est comme ça que l'économie se développe. Et là, vous avez quelque chose d'entretenu. L'essentiel est de tout mettre en œuvre pour que ces effets d'exploitation du complexe puissent profiter aux petites et moyennes entreprises. Je vous accorde une dernière question Monsieur à le tous les ministre, deux. la transformation Avant du la minerai, conclusion de cette émission. La transformation du minerai conditionne une grande quantité d'énergie non négligeable. Est-ce que vous pensez que le Grand Pobara est capable d'assurer la pérennité de cette usine? Au stade actuel, la production, Grand Pobara assure. Mais ça ne suffit pas. Si nous voulons augmenter les niveaux de transformation, ça signifie qu'il faudrait, dans le cas de la stratégie du gouvernement, prévoir la construction d'un autre barrage ou bien une alimentation en énergie électrique qui proviendrait d'autres zones. Ça, c'est essentiel et c'est même indispensable parce que les autres opérateurs aussi ont des modèles de transformation. L'énergie précède la croissance, voilà, c'est pas faux. Jacques Fourier, votre dernière question. Monsieur le ministre, vous avez récemment pris part à Paris au lancement d'une fondation franco-africaine. L'objet, donc, c'était le forum France-Afrique en janvier. Alors, vous avez parlé de la croissance partagée. Est-ce qu'elle sera équitable quand on sait que bon nombre de pays africains travaillent pour une autonomisation de leur économie? Vous savez, ça dépend de nous-mêmes. Et je pense que la période où on se levait, on dictait, c'est terminé. L'Afrique a des leaders aujourd'hui qui savent dire exactement ce qu'ils veulent. Comme c'était le cas aussi, nous, certains leaders. Mais cette approche est présente. Nous avons des leaders qui savent dire exactement ce qu'ils veulent, qui savent défendre leurs intérêts. L'intérêt du Gabon est au centre de toute stratégie. Bien sûr, nous savons qu'en face aussi, nous n'avons pas de philanthropes. Donc il faudrait trouver le juste milieu. C'est le principe de win-win clamé par les Chinois. Mais c'est à nous-mêmes de pouvoir l'affirmer. Et je pense que c'est dans cette posture que nous nous trouvons. Le Gabon gagnera-t-il? Le Gabon doit profiter des opportunités de ce partenariat. Avoir des accords entre petites et moyennes entreprises, ce sont des opportunités aussi. Très rapidement, votre dernière l'accès question, au niveau des Tatiana. marchés, ce sont des opportunités. Mais c'est fonction de nous-mêmes. La toute dernière, Monsieur Tatiana, le s'il ministre, vous on va plaît. parler de CEMAC. La toute dernière. D'accord, on va parler de CEMAC et la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, née en 2004 de la volonté des chefs d'État de booster les économies de leurs pays respectifs. Alors, en 10 ans de marché financier, que retenir en matière de profit de notre économie sur la BVMAC qui multiplie les opérations d'emprunt obligataire? Qu'est-ce que la BVMAC produit? Mais il faut qu'elle fasse davantage. Si elle fait déjà des opérations d'emprunt obligataire, même au niveau du segment action, c'est une bonne chose, mais il faudrait renforcer. Vous savez, le Gabon, et comme tous les pays, la CEMAC, souffre d'une insuffisance inclusion financière. Ça signifie que nous n'avons pas trop d'accès aux services financiers. Et le renforcement du rôle de la BVMAC par rapport aux émissions obligataires ou bien au niveau du segment action permet de renforcer cette inclusion financière, permet d'apporter le financement à l'économie. Parce qu'il est clair que l'un des grands enjeux, l'un des grands défis que nous avons, c'est de financer l'économie. Si nous n'arrivons pas à trouver des financements innovants pour l'économie, nous ne pouvons pas atteindre ce que nous recherchons, l'émergence en 2025. Ça, c'est un défi. Tatiana Minko, Jacques Fourier, Mangumba Maloulou, merci pour toutes ces questions. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cette émission. Que retenir? L'économie gabonaise à court, moyen et long terme, ce sera votre conclusion. L'économie gabonaise à court, moyen et long terme, que retenir? Les perspectives sont positives sur le long terme. Maintenant, la façon avec laquelle nous allons gérer le court terme va définir la suite logique en ce qui concerne l'économie gabonaise. Voilà pourquoi cette crise financière, cette crise de liquidité, je dirais, doit être traitée avec une exigence, avec une rigueur absolue. Rigueur absolue, ça signifie qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Il faut prendre des mesures
qui consiste à revoir la voilure des dépenses. Il faudrait prendre des mesures qui consistent à accélérer les réformes structurelles. La crise a un élément positif, c'est de distinguer les pays qui ont des économies dynamiques et les pays qui n'arrivent pas à s'ajuster. Et je pense que si le Gabon arrive à faire ce qu'il faut, le Gabon va rassurer les opérateurs économiques qui sont déjà sur le territoire national, la communauté financière internationale, par rapport à sa stratégie de devenir une économie qui fonctionne, où la dynamique est régulée au niveau du secteur réel. Et je pense que c'est possible. Voilà pourquoi il faudrait qu'ensemble, nous puissions saisir cette opportunité pour rendre notre économie plus soutenable, pour permettre que la croissance puisse être davantage inclusive, mais le passage obligé, c'est un ajustement budgétaire. Et c'est l'accélération des réformes structurelles. C'est ce message que je dirais aux Gabonais. Régis Simongo, comme le rêve américain, le rêve gabonais est-il possible? Mais vous savez, rêver c'est bien. C'est bien de rêver. Parce que quand on n'arrive plus à rêver, c'est qu'on est totalement éteint. Il faut rêver, mais l'essentiel est que ce rêve ne soit pas une illusion. Il faudrait asseoir une stratégie cohérente pour permettre que ce rêve soit une réalité. Et je pense que c'est possible si nous tous, je précise, prenons conscience des enjeux actuels et des enjeux futurs. Parce que c'est un défi qui concerne le gouvernement et l'ensemble des Gabonais. Il n'y a pas aujourd'hui des Gabonais qui sont contre l'évolution de leur pays et des Gabonais qui sont pour l'évolution de leur pays. Et je pense que c'est le message que je pourrais... Régis Simongo Tatongani, le ministre de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme vous êtes là, vous avez une primeur pour l'information que je vais donner tout de suite. Retrouvez dès ce lundi 2 mars 2015 en libre téléchargement sur la toile le journal du gouvernement. Tapez www.gouvernement.ga, www.gouvernement.ga et vous pouvez également recevoir en nous écrivant à l'adresse suivante communication.gouvernemental@gouv.ga, communication.gouvernemental@gouv.ga. Vous venez de suivre le 8e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir, consacrée aujourd'hui, vous l'avez compris, à l'économie, la promotion des investissements et à la prospective. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, mercredi, lorsqu'il sera un peu plus de 21 h pour un prochain numéro. Ce sera sans doute ou avec le ministre du Pétrole ou avec le ministre du Travail. Nous attendons la confirmation de nos invités. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision et nos chaînes partenaires, à l'instar de Nour TV, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Bonsoir chez vous.